Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2004 et nous allons traiter du sujet de l'économie de l'art. Vaste sujet, vous me direz. Oui, c'est un vaste sujet. Aussi, nous allons commencer aujourd'hui 6 janvier et l'an prochain, il y aura un autre symposium toujours sur l'économie de l'art où l'on abordera d'autres aspects de ce sujet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comme intervenant Monsieur Elemans, qui nous arrive de l'Université libre de Bruxelles. Il va nous parler du prix des livres des peintres. Il a fait un travail remarquable dans le temps, en particulier sur les livres illustrés par Picasso. Denise Arefkan, secrétaire générale de la Fondation du Crédit Coopératif, nous parlera de la fondation de la banque Crédit Coopératif qui est à l'origine des écomusées et il nous parlera de l'aspect économique de la vie d'une fondation. Patrick Monéger, de l'association Mécénat Bretagne, nous parlera de comment il a pu sauver une œuvre de Gauguin de l'exil en l'achetant pour un musée de Bretagne, c'est ça? Voilà. Patrick Debuté, expert agréé auprès des compagnies d'assurance pour les objets d'art et les collections, c'est bien cela? Oui. Représentera aussi l'APAP, Association pour la protection du patrimoine, que vous pourrez retrouver si vous le voulez sur Internet en faisant l'adresse antiquita.com. Bernard Bois, critique d'art, qui est membre de l'association Art et Art, nous parlera de la fondation Lourmarin, qui est une fondation qui participe à l'aide de la création contemporaine. C'est création contemporaine surtout? Oui, d'accord. Alors, nous sommes ici grâce au professeur Marie-Claude Vétrénaud-Soulard de l'Université de Paris 7, Gilles Bersol, qui dirige le DESS ART, qui n'est pas spécialisé en art, contrairement à ce que son nom peut indiquer, mais qui est spécialisé en réseau de nouvelles technologies. C'est grâce à lui si on peut bénéficier des techniques qui nous permettent d'être sur Internet après cette visioconférence. Jacques Châtelot, qu'on vous a présenté, qui est le maître des lieux, qui fait la visioconférence proprement dite. Et moi-même, Lise Cormery, qui est docteur de l'Université de Paris 7, qui dirige ce symposium. Et si nous avons encore quelques minutes, je vous parlerai du travail que je fais sur le sujet de l'art ou l'argent, avec le jeu de mots, bien entendu, puisque j'adore les jeux de mots à partir du mot art. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par une intervention de Monsieur Debuté, qui va nous présenter l'angle de l'assureur et les implications que cela peut avoir dans le monde de l'art. Donc c'est à vous, monsieur. Merci bien. Quelques points jetés comme ça en vrac, si vous voulez bien. Premier point, aujourd'hui, on peut dire que c'est grâce aux assureurs français que nous avons une assez bonne protection des objets d'art. Les ukases et obligations des assureurs ont permis depuis maintenant 25 ans de protéger le patrimoine et les résultats en sont tout à fait positifs. Deuxième chose, l'expertise préalable, celle qui permet à un assuré de connaître son patrimoine et donc son assureur, permet également de protéger les objets d'art puisque les listes qui en sont faites
si elle reste bien sûr confidentielle entre l'assuré et l'expert, les listes qui en sont faites sont une manière de protection, car le jour où, comme vous le savez, les objets sont retrouvés, les objets d'art sont retrouvés, encore faut-il qu'un bon descriptif ou qu'un descriptif professionnel, ou en tout cas objectif, en soit donné pour qu'on puisse identifier les propriétaires. Donc 2 points très positifs depuis 25 ans, quelles que soient les critiques qu'on peut porter aux assureurs, et quel que soit le malaise ou le désamour des Français vis-à-vis des assureurs, 2 points positifs, grâce à eux, bonne protection, j'allais dire, technique, et puis grâce aux experts qui font du préalable, bonne connaissance du patrimoine, d'où identification possible de ce patrimoine lorsqu'il est volé. Maintenant, en ce qui concerne le marché des objets d'art, et surtout vis-à-vis du problème de l'assurance, c'est-à-dire de la valeur de ces objets, quelques problèmes que je vous donne en vrac. Le marché de l'objet d'art a besoin et nécessite une économie libérale, qu'on le veuille ou non. Deuxième point, si nous n'avons pas actuellement les Américains sur le marché de l'art, nous perdons beaucoup. Les marchands des puces, je vous rappelle qu'aujourd'hui, 2500 marchands sont aux puces de Saint-Ouen, plus gros marché d'Europe d'antiquités et de brocantes, que ce soit les marchands du Louvre des Antiquaires ou ceux du quai Voltaire, se plaignent amèrement de l'absence des Américains, car ce sont aujourd'hui les Américains qui ont le goût Frenchy, celui que nous avons fabriqué, et malheureusement, quand ils sont absents du marché, les objets baissent de valeur et ne se vendent pas. Deuxième point important en ce qui concerne le marché, l'aspect socio-économique des Français et leur façon de vivre est en partie en contradiction avec l'installation des objets d'art chez eux. Disparition de la salle à manger. Je vous rappelle que la salle à manger est une pièce qui est apparue à la fin du XVIIIe siècle en France et qui disparaît au courant de l'an 2000. Elle a donc duré à peu près 200 ans, cette pièce. Disparition des halls d'entrée, disparition des fumoirs, des boudoirs, diminution de la pièce des chambres, d'une façon générale, diminution des couloirs. Donc, d'une façon générale, disparition des pièces, des pans de murs qui permettent de monter des objets d'art. Tout ceci au profit du confort, augmentation du nombre des water, augmentation du nombre des salles de bain, il n'est plus question de se laver en hommes et femmes maintenant, on se sépare. Création d'un water d'invité, qui est une notion complètement nouvelle, et pour les gens riches et qui ont quelques moyens. Création du dressing, qui est une pièce anti-objet d'art au possible, puisque dans un dressing, on n'y a la place que pour les vêtements, et il faut qu'il soit très opérationnel. Diminution de la taille des chambres, considérable. On ne punit plus à quelqu'un d'aller dans la chambre, c'est fini. On n'oblige plus de rester à la chambre. On est très peu malade aujourd'hui, même si les médecins viennent peu chez soi. Et du coup, les femmes restent très peu en couche, 1,8 fois dans leur vie. Donc, il y a des chambres qui font entre 12 et 11 mètres carrés, qui ne sont donc pas faites pour avoir des objets d'art. Et donc, on est devant une chose tout à fait étonnante aujourd'hui. Les Américains aiment le goût Frenchy, mais ils sont très frileux et ne viennent pas en France pour toutes les raisons que vous pouvez comprendre, depuis en tout cas l'attentat à la maison Goldenberg il y a quelques années. Et deuxièmement, une sorte d'incapacité qu'on a de mettre des objets d'art aujourd'hui chez soi, puisque l'habitat n'est plus adapté ou ne sera plus adapté d'ici quelque temps à recevoir des objets d'art. Alors qu'allons-nous faire de notre énorme portefeuille d'objets d'art? Eh bien, je vais vous donner mon point de vue, mon analyse. J'espère qu'elle créera débat entre nous. Notre patrimoine objet d'art s'exporte en grande partie, et c'est eux, d'ailleurs, les étrangers, qui en font le prix. Si, au bus comme ailleurs, on devait annoncer à tous les Français le vrai prix de vente des objets d'art qu'on annonce aux Américains ou aux étrangers, ils seraient en général affolés. Et souvent, d'ailleurs, les marchands, quand ils voient arriver un Français, ne donnent pas le vrai prix qu'ils vendent. Parce que, évidemment, il y a un tarif indéniablement pour les étrangers. Et c'est pas une question de vol ou de dol ou de ce qu'on veut, c'est parce que le marché, aujourd'hui, n'est soutenu et supporté que par des étrangers. Parallèlement à cela, notre marché souffre terriblement parce que, en France, nous ne sommes plus encore actuellement capables d'avoir une création qui va venir remplacer
ce qui pour l'instant est vendu petit à petit à l'étranger. Et ça, c'est très très important. Depuis la guerre 39-45 et la dernière école de Paris qui a récupéré en France l'ensemble des émigrés juifs qui venaient se protéger chez nous, quelquefois à tort, et vous le savez, où ça leur a porté malchance, et vous le savez. Cette fameuse école de Paris, qui est une des dernières véritables créations françaises, nous n'avons pas, nous ne présentons plus de grands groupes. La création est anglo-saxonne. Je ne m'inquiète pas du fait que nos objets d'art soient vendus à l'étranger, car je me rappelle sous le Directoire ce qui a pu partir en Suède et ailleurs. Je n'oublie pas que l'ensemble des cours européennes par les Français revendiquaient le droit de copier l'art français pendant des décennies et en ont obtenu. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la création artistique étant uniquement anglo-saxonne, nous sommes dans un véritable danger profond. C'est que, certes, nos objets partent à l'étranger pour les raisons que je viens d'indiquer, le côté Frenchy, du goût étranger, heureusement, mais nous ne remplaçons pas aujourd'hui la création comme nous avons toujours su le faire en France tout au long du XIXe siècle jusqu'à la guerre 39-45. Et ça, c'est un véritable vrai problème. Enfin, quand nous parlons économie de l'art, nous parlons prix, nous parlons valeur. Je sais que dans les bons salons, on ne parle pas d'argent, tant pis, ce soir on va faire une exception. On sait que nos valeurs françaises sont des valeurs ridicules. Je pars à New York vendredi pour travailler sur un tableau évalué à 27 500 000 €. Un tableau des années 50. Ce sont des sommes, en France, qui sont absolument dingues. Aux États-Unis, je ne dis pas que c'est un lieu commun, dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, on parle de vraies valeurs. Un Andy Warhol à 4 millions de $ n'est pas rare, c'est quelque chose de courant. Pardon, j'espère que... je sais bien que je ne veux pas désespérer Billancourt ce soir, mais c'est vrai. Bon. Alors qu'en France, nous parlons pour l'instant en milliers d'euros. En dizaines de milliers d'euros. Vous voyez qu'il y a une échelle de différence considérablement différente entre ce qu'est aujourd'hui le marché français, ce qu'il en reste, de ce qu'est le marché anglo-saxon. Alors je ne voudrais pas l'affront de vous rappeler tout ce qu'on a connu en France au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. J'attire simplement votre attention de spécialistes et de gens compétents sur le fait un peu désespérant, sauf si nous nous saisissons, que très loin sont les créations du XVIIe siècle. Très loin sont ce qui a fait la gloire et la force de notre création française pendant tout le XVIIIe et ô combien pendant le XIXe siècle. Jusque donc cette fameuse école de Paris, parce qu'aujourd'hui, notre économie n'est pas assez libérale pour laisser éclater le marché de l'art. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Debuté. Je vous remercie surtout, c'est très intéressant, cet angle très important que la maison en effet a évolué. Ça joue beaucoup sur l'économie de l'art, je suis tout à fait d'accord. Mais parmi nous, il y a vraiment des puristes que je connais. Et un véritable... Ici, nous faisons très souvent la différence entre ce que l'on appelle les artionnaires, avec le jeu de mots ART, les artionnaires, et les amateurs d'art. Et c'est-à-dire que l'amateur d'art, même s'il a un petit de pièces, il trouvera toujours un moyen pour mettre des tableaux du sol au plafond, et même dans les toilettes, vous dites. Moi, j'ai vu les plus belles toilettes de Paris avec des avatis qui ne fait que de la manière noire, et la manière noire doit être à l'abri de la lumière, donc c'était très indiqué. Donc là, c'est pour donner un peu d'optimisme. Pour ce qui est des puces, mais ensuite il y aura les questions-réponses, hein, mais je me permets simplement de répondre à chaud. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, alors là, complètement. Alors, pour ce qui est du prix aux puces, alors là, moi je m'insurge, parce que justement, ayant une petite expérience dans le domaine commercial quand même, là, on parle de choses très différentes. On parle de l'art du passé, on parle de brocanteurs, entre guillemets, et j'ai beaucoup de respect pour mes amis brocanteurs et antiquaires. Mais par exemple, une galerie, normalement, ou un marchand de tableaux, quand on vend une œuvre d'art, et ça vaut aussi pour les artistes, parce que là, c'est très intéressant quand on parle de l'économie de l'art. Hein. Alors peut-être c'est une question d'éthique en matière économique.
Mais normalement, un artiste qui dit « je vaux, on va dire, 15 000 euros, un tableau de moi vaut 15 000 euros », il doit normalement vendre pour le même prix, c'est-à-dire 15 000 euros, cette toile dans son atelier. Le problème qu'on a en France, c'est que très souvent, l'artiste ne va pas respecter. C'est-à-dire qu'il va imposer au marché le prix de 15 000 euros, et à l'atelier, il va le vendre moins cher. Ce qui fait qu'en effet, il n'aura pas de véritable cote. Et c'est bien sa faute. Et c'est un des engrenages qu'il y a dans le marché de l'art français. Ça vient donc de tout en bas, hein. Et comme vous dites très justement, on a aussi au plus des marchands qui, alors qu'ils devraient soutenir des prix qui devraient être les mêmes dans le marché intérieur, c'est-à-dire en France et à l'étranger, vont faire des prix pour les Américains. Là, je m'insurge contre ce genre de pratiques qui sont pour moi tout à fait déloyales, mais je remets les pendules à l'heure en disant qu'il doit y avoir une éthique qui part de l'artiste à l'atelier et qui va jusqu'au marchand à l'international. Puisque nous, les marchands qui nous occupons, par exemple, normalement des marchands d'art contemporain, notre rôle est, comme on dit, de soutenir la cote des artistes. Donc là, on arrive à des aspects psychosociologiques qui font que nous sommes responsables aussi du fait que notre pays n'est plus le pays de l'art, ou si peu. Hein. Donc, je me permets d'aborder ces sujets. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans un département de sociologie politique qui est spécialisé en sciences de l'information et de la communication. C'est la raison pour laquelle je me permets d'aborder cet aspect-là des choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est intéressant que vous disiez vous-même... Savez-vous pourquoi, madame, ce fait d'épanouissement culturel? Le choc, aujourd'hui, pour un étranger, qui va à New York, qui est un véritable choc, choc culturel, choc sensitif, choc de sensualité même, est à peu près celui qu'a connu ou qu'ont connu les gens qui venaient à Paris dans les années folles en 1920 et 30. Et Paris était absolument extraordinaire. Une sorte de vivacité de l'esprit, une création absolument à tout prendre, et quelquefois même tellement débordante qu'on s'en moquait, bien sûr. Aujourd'hui, on est devenu tellement sage, tellement rentré dans un système, tellement encadré dans les systèmes qu'il n'y a plus justement cette éclosion. Et le choc, c'est vrai que nous l'avons, ils l'ont. Quand ils vont aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe quand nous avons un grand artiste en France ou un type à peu près bien? Ben, il va s'installer aux États-Unis. Bien sûr. Hein? Je ne parle pas de délocalisation, je ne parle pas d'incidence fiscale, je parle simplement du bonheur d'entourer sa création. Quand un artiste aujourd'hui se sent les reins un peu solides et que surtout il se sent des ailes, eh ben, il s'envole à New York et à Washington. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Et du coup, Paris, Paris n'a plus le réflexe, vous voyez, de retenir ces gens. Et c'est ça que je voudrais essayer de comprendre. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ça a été dans le cadre de ce département, cette UFR de sociologie. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Il y a une thèse qui a été écrite sur ce sujet, le pourquoi du déclin et quels sont les éléments qui pourraient être apportés pour enrayer ce déclin. Alors, ceci dit, mais on en parlera, vous nous avez parlé il y a depuis 25 ans, vous nous avez dit en commençant votre intervention, ça m'intéresserait que vous me disiez par la suite, c'est-à-dire, pourquoi depuis 25 ans? Et moi, il y a un problème qui paraît important, c'est ce fameux problème de la liste, qui, sauf erreur de ma part, a été créée en 82, qui a assujetti l'assureur à déclarer à Bercy un collectionneur français qui a seulement pour 100 000 francs, sauf erreur de ma part, de bijoux et de tableaux, ce qui est fort peu. Et voilà. Et par ailleurs, je vais vous répondre avec plaisir. Voilà. C'est parce que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Pourquoi 25 ans? Parce que tout simplement, les voleurs se sont commencés à s'intéresser aux objets d'art à peu près en même temps que le fisc en France, c'est-à-dire il y a à peu près 25 ans. C'est-à-dire que quand il y a eu une très forte augmentation de la valeur des objets d'art, du coup le fisc s'est dit qu'il y avait quelque chose à récupérer sur les successions, etc. Oui. Et les voleurs se sont dit qu'il y avait quelque chose à récupérer à la revente. Parce qu'en fait, ça marche assez bien de pair tout ceci, d'ailleurs. On le sait quelquefois. Et puis, sans vouloir faire de méchants jeux de mots, mais je crois que c'est réel. Le fisc... C'est juste un parallèle.
Oui, le fisc s'intéresse aux choses qui marchent. Voilà, vous vous rappelez, quand les magnétoscopes se vendaient comme du pain, on a envisagé de les taxer. Puis ça n'a pas été fait, heureusement, parce que plus personne n'en achète. Bon, et ben quand les objets d'art ont pris de la valeur, vous savez que toc, le fisc s'y intéresse, et les voleurs. C'est pour ça que c'est 25 ans. Maintenant, pour ce qui est de la déclaration obligatoire, vous savez, la France, nous sommes absolument des virtuoses de la fiscalité. C'est-à-dire vraiment des virtuoses. Nous avons exporté la TVA, etc. Et nous exportons d'ailleurs bien d'autres créations aussi élaborées et aussi intelligentes, d'ailleurs, que toutes ces taxations. Le problème, c'est que quand on vous donne d'une main, on reprend de l'autre. Mais je ne dis pas ça du tout pour faire un jeu de mots et essayer d'avoir avec moi le public. C'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui s'est passé en 1980 ? La loi de finances du 31 novembre, par contre 1980, dans son article 96, a prévu qu'on redéfinissait le caractère fiscal des objets d'art et d'antiquité. Puisque vous savez qu'en France, on avait un problème énorme, c'est qu'on avait d'abord le code des impôts qui disait quelque chose, le code des douanes qui disait quelque chose, et troisièmement, le code civil. Et que chacun n'était pas d'accord sur les définitions des biens. Et quelquefois même, il disait le contraire l'un de l'autre. Voulez-vous un exemple ? Le code civil disait que quand vous aviez une commode chez vous, même si elle valait 1 million de francs, à l'époque, c'était le franc à l'époque, c'est-à-dire 150 000 euros, et bien dès l'instant où vous vous en serviez pour y mettre vos chaussettes et vos bas, elle était considérée comme étant un objet meublant, puisque vous vous en serviez, ce qui n'était pas idiot d'ailleurs de la part du législateur. Et puis pour le Code général des impôts, disait pas du tout, cette commode qui vaut 1 million, je la considère moi comme objet d'art. D'ailleurs au tarif, ce qu'on appelle le tarif des douanes, regardez la section, c'est un objet d'art. Vous voyez donc qu'il y avait des problèmes d'incidence sur la fiscalité et sur les successions, entre autres. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En 1981, comme la volonté a été de taxer les objets d'art sur l'impôt sur les grandes fortunes de l'époque, beaucoup de gens se sont opposés à cela, si ce n'est que les spécialistes de la fiscalité, ceux qui faisaient le diplôme là, de Clermont-Ferrand, qui disaient, attendez, comment voulez-vous faire un impôt sur lequel vous ne pourrez pas vérifier ? Vous n'allez pas mettre une brigade de gens qui vont venir toquer aux portes le soir dans les habitations pour savoir si les gens ont des commodes, des colliers, s'ils couchent avec une barboteuse en or massif. Vous comprenez ? C'est impensable cette affaire. Donc dès l'instant où vous ne pourrez pas apporter la preuve de l'assiette fiscale, eh bien, il vaut mieux pas faire un impôt qui ne sera pas surveillé et surveillable. Donc on a dit qu'on supprimait cette taxation des objets d'art parce qu'on ne pouvait pas contrôler l'impôt. Restaient deux choses, les bijoux et l'argenterie. Voilà. Qui, eux, les bijoux, il y avait une petite nuance pour ceux qui s'intéressent à l'aspect fiscal des choses, je vous la rappelle, n'étaient pas taxés les bijoux qui tiraient leur valeur du travail et non de la matière qui les constituait. La phrase est intelligente. Ça veut dire que, grosso modo, les seuls bijoux qui n'étaient pas taxables étaient ceux d'époque Charles X ou Louis XVIII, des petites choses, des petites fanfreluches, très belles, qui tiraient leur prix par leur travail, mais pas par la matière. Mais dès l'instant où un bijou d'époque Louis XVI tirait son prix par la matière ou le travail, ou la pierre, eh bien, il était taxable. Donc, en un mot, tous les bijoux étaient taxables à l'ISF. Ce qui fait que on avait en change. Et pour qu'on puisse donner le change, le législateur a trouvé astucieux de détaxer ou de défiscaliser l'objet d'art, d'antiquité et de collection nouvellement désigné dans l'article 96 de la loi de finances de 81, et en disant, mais attention, nous souhaitons à ce que tout un chacun qui est assuré pour plus de 100 000 francs, cette déclaration soit donnée à l'administration fiscale parce que nous souhaitons qu'en matière de succession, nous puissions récupérer les impôts qu'on n'aura pas obtenus par la défiscalisation à l'ISF. Pardon, c'est un peu complexe, mais c'était intelligent. C'était intelligent. Le seul problème, c'est que cette déclaration obligatoire tous les 15 septembre pour les compagnies d'assurance a été tenue scrupuleusement puisque ils étaient condamnables à 5 000 francs, à l'époque c'était des francs, de tout nom oublié. Vous pensez bien que les compagnies n'oubliaient pas. Le seul problème, c'est qu'elle a envoyé des énormes folios, vous savez, de trucs, là, ces pages de folios qui sortaient de machines électroniques, moi je ne connais pas tout ça, là, et qui indiquaient des milliers de noms, parce que 100 000 francs, si vous voulez, une grande partie des concierges du 16e, ils sont, si vous voulez, vous voyez, pardon, les gardiennes d'immeubles. Ce qui fait que actuellement, vous avez des milliers de noms qui étaient déclarés, sur lequel l'administration ne peut pas travailler. Puisque de toute façon, vous avez monsieur un tel à plus de 100 000 francs. La somme n'était pas inscrite d'ailleurs. Il y avait simplement le nom, les coordonnées et l'adresse de son assureur. Et je vous dis tout de suite que, je ne crois pas révéler un secret, on n'en s'en est jamais servi.
puisque l'administration fiscale est bien incapable d'avoir le nombre de personnes qu'il faudrait pour dépouiller ces archives considérables qui, après tout, ne donnent que des noms, une adresse et une adresse d'assurance pour plus de 100 000 francs. Oui, j'ai été clair, madame? Tout à fait. Mais par contre, il y a une intervenante devait venir qui est assureur, qui n'est pas spécialisée comme vous, mais qui est juste un cabinet d'assurance, qui nous expliquait, alors là, vrai ou faux, mais je pense que c'est vrai, elle ne l'aurait pas dit autrement, qu'elle a eu énormément de défections, beaucoup de clients ne sont plus assurés en France, de clients collectionneurs. Chaque année. Je peux attester de cet aspect-là. Je peux attester de cet aspect-là, puisque précisément, pour un problème d'assurance, il m'a été dit qu'au-delà de, je crois, de 500 000 francs, j'ai parlé en francs, la compagnie d'assurance est obligée de déclarer au fisc. 100 000. C'est 100 000 francs. 100 000 francs seulement. 500 €. 100 000 francs, oui. 15 000 euros. Oui. 15 000 euros. Oui. Oui. On voit qu'on n'a plus l'âge. Voilà. C'est 15 000 euros, je crois. Ça. Oui, et donc il y a un grand nombre de cabinets, qui auraient vraiment beaucoup souffert des cabinets qui doivent être peut-être, qui étaient peut-être spécialisés plutôt en gestion du patrimoine, qui ont vu leurs clients résilier les contrats et aller en Angleterre ou dans d'autres pays. Plus grave, madame, plus grave, et plus inquiétant, c'est que tout ceci revient chaque année, absolument d'une façon extraordinaire. Chaque année, on nous menace, est-ce que peut-on dire ça comme ça? Ou si on ne nous menace pas, parce qu'on peut peut-être pas être d'accord, on nous prévient qu'on risque de taxer les objets d'art à l'ISF. C'est-à-dire chaque année, on nous dit, par exemple l'année dernière, vous vous en souvenez, on nous a dit, on va baisser le taux de cette taxe sur l'ISF, mais par contre, on va intégrer dans l'assiette les objets d'art. Ce qui fait que au lieu de dire une fois bonne fois pour toutes, oui ou non, on les taxe ou on les taxera, non, on nous dit, il y a possibilité, cette année, de rentrer dans la taxation des objets d'art. Et c'est ça notre problème, je crois, aujourd'hui. On voudrait savoir, pour les collectionneurs, et pour les gens qui possèdent, tout simplement, on veut savoir à quelle sauce on va être mangé demain, après-demain, tiens, allez, après-demain. Est-ce que oui ou non, on a une chance en France d'être taxé sur les objets d'art dans le cadre de l'ISF? C'est ça qui est demandé, en fait. Qui aura le courage, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une redondance? Qui aura le courage, en politique ou qu'il soit, de quelque bord qu'il soit, de nous dire, oui, nous allons taxer les objets d'art, ou non, ok, on ne peut pas taxer les objets d'art. Mais qu'au moins on le sache une fois pour toutes. Merci beaucoup. Alors, comme vous le voyez, ce sujet de l'économie de l'art peut paraître a priori simple, mais en fait, il soulève en effet beaucoup de questions. Et notamment ce que M. Debuté a dit, qui est très intéressant, lorsque vous parliez des collectionneurs américains qui avaient desserté notre territoire. Si on fait une analyse sur un siècle et demi, et en fait la France quand même est devenue un marché de l'art seulement à partir du 19e siècle, et pour un moment, en fait la France n'a vécu que par les achats extérieurs. Et c'est la raison pour laquelle cette économie de l'art est très fragile, parce que elle est tributaire aussi bien du politique intérieur que de la politique internationale. Ça a toujours été le cas. Et bien sûr de l'économie, puisque l'économie de l'art est en plus le dernier maillon faible, très faible de l'économie en règle générale. Les politiques d'ailleurs s'en soucient fort peu, si ce n'est pour des côtés fiscaux qui ne sont pas toujours intéressants. Mais j'ose encore rêver et penser que c'est un grand secteur qui pourrait redorer le blason de la France. Alors, maintenant, M. Patrick Monéger va intervenir. Il s'occupe de l'association Mécénat Bretagne. Il va d'ailleurs me communiquer des documents intéressants, puisque c'est grâce à M. Monéger qu'un tableau de Gauguin. Alors, Monsieur Monéger, vous êtes expert comptable. Effectivement. Et vous faites partie donc de la société d'expertise qui s'appelle la société Exco, c'est ça? C'est cela. Voilà. C'est cela. En fait, je dirige un cabinet d'expertise comptable qui est installé à Brest, qui s'appelle Exco Bretagne, qui lui-même fait partie d'un réseau qui est implanté sur l'ensemble du territoire national, qui regroupe environ
70 sites et 25 cabinets en France, lequel est partenaire d'un des grands auditeurs internationaux, que je ne citerai pas, pour des raisons attachées à la loi Sarbanes-Oxley. C'est-à-dire c'est tous les problèmes d'incompatibilité entre les travaux des uns et des autres, les auditeurs et la main qui fait et l'esprit qui contrôle. Enfin, ce sont tous ces déontologie, déontologiques qui sont liées aux suites de l'affaire Enron et qui font que aujourd'hui ces partenariats ne fonctionnent plus et ne sont plus médiatisés de la même façon. Mais le cabinet que je représente ici est un cabinet important, tant en Bretagne, tant à Brest, que nationalement. Et il est dans le top ranking des cabinets français. Ceci pour vous dire que je suis plus habitué à parler en public des normes internationales IAS que de tableaux, mais ce soir je vais vous parler un petit peu de mécénat, puisque monsieur a bien voulu nous dire que nous ne connaissions pas en France le prix de l'art. Je vais lui dire que si, puisque nous en achetons. Et que de la même façon, et pour parodier un peu le titre de votre conférence, eh bien, le mécénat n'est pas quelque chose d'économique, puisque c'est dépenser de l'argent pour compte d'autrui, mais c'est dépenser de l'argent avec beaucoup de plaisir. Ce qui est plus difficile, c'est de le récolter. Alors, récolter. Alors pourquoi nous être intéressés, puisque nous sommes 3 amis à nous être lancés en même temps dans cette opération. Pourquoi nous être intéressés à ce tableau? Tout simplement d'abord parce que j'ai obtenu l'information par une confidence sympathique de l'un de mes amis que cet objet serait en vente, et j'ai pu avoir un contact avec son propriétaire. Nous avons ensemble imaginé de tenter de l'acquérir, enfin de le préserver. Et puis finalement, les choses ont évolué différemment. Ce tableau a été mis en vente en salle des ventes, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur. Et il s'agit donc d'une œuvre sur papier de Paul Gauguin, qui est datée de 1894, dont la dimension réelle est celle d'une feuille double. Vous avez un autre exemplaire ici, si vous voulez le voir. Nous sommes dans une université. La dimension réelle du tableau est exactement celle d'une copie double. Le tableau a été dessiné en 1894 par Paul Gauguin, et il est offert à Pont-Aven, c'est-à-dire dans les lieux mêmes où nous souhaitons le retrouver, nous, Mécénat Bretagne, par Paul Gauguin, son ami Maxime Maufra, qui l'a aidé l'année précédente à l'occasion d'une exposition d'œuvres de Gauguin, Retour de Tahiti, qui tente de se procurer des fonds pour poursuivre son aventure. Donc, si vous le voulez bien, il faut faire à chaque fois une relation entre l'idée de mécénat et l'objet, puisque il semble, aujourd'hui, vous allez voir qu'il semble difficile de faire du mécénat sur des objets qui n'ont pas de sens pour les gens qui vont chercher à les acquérir. Et donc là, nous avons un Gauguin, c'est-à-dire que nous avons un artiste de premier plan, avec une notoriété internationale. Nous avons un artiste qui n'est pas représenté au musée de Pont-Aven, alors que l'école de Pont-Aven est internationalement connue. Ces mots évoquent immédiatement des choses dans l'esprit du public. Et le public s'attend à trouver un Paul Gauguin, un tableau de Gauguin dans le musée de Pont-Aven. Il n'y en a pas. Il y a un tableau qui a été prêté par un collectionneur privé, mais le musée ne possède pas d'œuvre de Gauguin. Le tableau, et vous allez peut-être y revenir, représente 2 femmes qui sont en coiffe de Pont-Aven. Et donc, quelle meilleure destination pour leur laisser terminer leur vie en paix que les 6 messes du musée de Pont-Aven. C'est là une motivation supplémentaire. Enfin, ce tableau a une origine tout à fait incontestable, puisqu'il est resté dans la famille du bénéficiaire du don, c'est-à-dire dans la famille Maufra, depuis 1894. Donc pendant 109 ans, il est resté sur les mêmes murs, si je puis dire, même si la maison a rétréci entre-temps. Alors économiquement, comment cela s'est-il déroulé C'est vous qui avez fait la collecte de fonds? Qui a fait la collecte de fonds? Oui, je vais essayer de continuer à cerner le sujet, parce que
le mécénat peut prendre des formes variées, sans doute, mais l'œuvre est à la fois exposable, c'est-à-dire que c'est pas une huile, mais on peut cependant l'exposer, même si elle est fragile. Et une œuvre qui ne serait pas exposable est difficile à promouvoir par une opération de mécénat. Et elle est entre guillemets, elle est dans nos moyens. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une œuvre sur papier et de petite dimension et une œuvre bretonne. Donc il y a en gros un rapport de 1 à 8 entre la valeur économique de cet objet et une huile de Paul Gauguin de la période tahitienne. Donc de 1 à 8, à 1, on peut essayer de faire les choses. Voilà ce que nous nous sommes dit. L'estimation à l'époque est donnée entre 400 et 600 000 euros au marteau. Donc, nous estimons que les choses sont possibles pour nous, en tout petit comité, bien sûr, hein, nous sommes 2 ou 3, et nous estimons que le moment est relativement propice, puisque tout d'abord, et c'est là le choix du vendeur, c'est la fin de l'année Gauguin. Il y a des expositions dans toute la France, en particulier à Pont-Aven, à Quimper, au musée du Luxembourg, et la dernière exposition au Grand Palais va se terminer d'ici 10 jours environ. Il y a une loi sur le mécénat qui vient d'être promulguée, qui est parue à la fin du mois de juillet 2003, et qui élargit Oui, qui existe depuis très longtemps, mais qui a été modifiée. Qui est modifiée dans un sens favorable. Oui. Et puisque, en gros, si vous voulez, l'effet fiscal est quasiment doublé. Pas tout à fait, mais quasiment doublé pour les entreprises. Et donc, si. Oui. Et donc, puisqu'avant, vous avez un impact de 33 Oui, tiers, et après, vous avez un impact de 60. C'était tellement peu avant que... Oui, mais ça, c'est un autre Tout est débat. Je veux dire, relatif. monsieur nous a parlé tout à l'heure des aspects fiscaux de l'art. Effectivement, c'est le problème des pourcentages et des statistiques. C'était pas vraiment du mécénat, puisque vous étiez simplement autorisé à déduire, en fait, tout simplement. Et la loi ne fixait que des limites à votre générosité. C'est tout. Elle vous interdisait de dépasser les normes qu'elle fixait elle-même. Là, la loi, tant pour les particuliers que pour les entreprises, amplifie considérablement le mouvement. Et il faut insister là-dessus, même si ceci peut encore sembler insuffisant pour certains, c'est déjà un grand pas qui est fait. Il n'y avait pas à ce jour de dispositif incitatif fort dans la législation fiscale française qui permette de mettre en œuvre un levier puissant auprès des entreprises. Ça a un effet immédiat, c'est qu'il n'y a pas de culture, pratiquement pas de culture artistique à l'intérieur des entreprises, puisque personne ne s'en est préoccupé, puisqu'il n'y a pas eu de sollicitation, et qu'il n'y avait pas d'intérêt direct. Aujourd'hui, tant pour les particuliers que pour les entreprises, il y a cela. Il faut rappeler, par exemple, que l'un des grands collectionneurs internationaux de l'école de Pont-Aven, il y en a 2 en France, enfin il y en a 2 au monde qui sont bien connus, qui sont M. Hallstuhl d'une part, qui est décédé, et M. Josefowitz. Une grande partie des collections de l'un d'entre eux a été vendue il y a environ 7 ans, et cette collection, qui représentait 18 huiles et 105 ou 106 œuvres sur papier, a été vendue pour un prix bien sûr important, mais au musée d'Indianapolis. Donc, si vous êtes breton et que vous voulez voir de l'école de Pont-Aven, vous faites 6000 km, et je mets au défi ici quiconque de me positionner. Charter, oui. Je mets quiconque ici au défi de me positionner avec précision la ville d'Indianapolis sur la carte des États-Unis. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je vais rebondir sur ma question. Économiquement, parce que c'est notre sujet. Notre sujet, c'est pas le mécénat aujourd'hui. Notre sujet, c'est l'économie. Comment, parce que donc vous êtes intervenu, vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, comment est-ce que les choses se sont organisées pour ce que l'on appelle la collecte de fonds, qui vient d'ailleurs des techniques américaines de fundraising? Comment vous êtes-vous organisé pour la collecte? Alors, comme vous le disiez, il y a une nouvelle loi. Donc, pourriez-vous donner les chiffres qui ont permis aux entreprises ou aux particuliers de faire des dons? Mais je voudrais vous dire que pour l'instant, je ne vous parle que d'économie. Oui, quand je parle de fiscalité, je ne vous parle que d'économie. Non, mais moi, ça serait gentil si vous pouviez nous donner des éléments sur la façon... Parce que la collecte de fonds, elle prend beaucoup de... Il y a des techniques très, très différentes. Donc, comment avez-vous collecté les fonds auprès des particuliers? Y a-t-il eu une campagne de publicité en Bretagne? Qui l'a financée? Comment avez-vous organisé votre campagne
économiquement, Oui, alors nous pour arriver à ce superbe résultat que nous avons constaté. Oui. Bien sûr, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes. Et c'est là, en fait, que l'aspect économique est intéressant. C'est-à-dire que nous avons tenté de traiter cette opération comme une opération engagée par une entreprise. Donc nous avons défini un objectif. Et l'objectif étant considéré comme accessible, je viens de l'indiquer, nous avons ensuite défini les moyens à mettre en œuvre et affecté ces moyens à l'objectif qui était arrêté. Donc nous avons défini des moyens en termes d'hommes, nous avons défini des moyens en termes... En termes d'hommes, c'était quoi alors? En termes d'hommes, il nous fallait quelqu'un qui puisse porter le projet, donc quelqu'un qui ait une notoriété localement suffisamment forte pour pouvoir parler et être entendu, pour pouvoir être pris au téléphone et être écouté, pour pouvoir passer les barrages successifs des divers standards ou des assistants de direction. Il nous fallait pouvoir diffuser l'information. Et donc, nous avons utilisé les services de deux personnes spécialistes de la communication. Il s'agit de Publicis d'une part, oui. Et enfin, le représentant local, qui est oui, des amis, c'est quand même mais Publicis. c'est important. Oui, et puis le Crédit Mutuel de Bretagne, et oui, le chargé de communication du Crédit Mutuel de Bretagne, parce que le Crédit Mutuel de Bretagne est le mécène traditionnel du musée de Pont-Aven. Quelqu'un aussi pour faire avancer le projet et faire avancer le sujet et faire bouger les choses, c'est moi-même. C'est-à-dire, j'ai servi en la circonstance d'agitateur, créateur permanent, si vous voulez. Voilà comment les choses se sont organisées. Au regard des moyens matériels, il n'y a pas besoin de grand-chose. Oui. Il vous faut un peu de temps, c'est ça le plus difficile à trouver. Mais une fois que vous avez planifié vos opérations, que vous avez mis en place... une équipe de 3 seulement? Oui, en fait, nous étions 2. Une personne s'est chargée de concevoir ce dossier que vous avez sous les yeux. Oui, qui est très beau, qui est splendide. Je vais le faire passer d'ailleurs. Très belle qualité. Et 2 personnes se sont chargées de faire de la relance téléphonique. Mais il faut donc, vous êtes donc procédé par marketing téléphonique. Oui, mais il faut expliquer pourquoi. Nous avons considéré que l'opération, si elle était lancée d'une façon plus large, risquait de nuire aux intérêts du vendeur. D'accord. Économiquement, il y a un risque fort. À compter du moment où une opération de mécénat est lancée sur la place publique, pour que les intérêts du vendeur soient affectés par le retrait de collectionneurs qui considéreraient qu'ils ne peuvent pas s'opposer à la vox populi et au désir populaire de voir le tableau entrer dans un musée local. Donc vous avez opté pour le marketing direct, on va dire, très peu, marketing téléphonique, et puis des relations publiques très personnalisées. Plus. Donc nous avons opté pour une formule particulièrement personnalisée. Nous avons ciblé environ 150 entreprises. Ah oui, seulement 150 entreprises. Oui, le dossier n'a même pas été envoyé à 150 exemplaires, il a été envoyé à un peu plus de 100 exemplaires. C'est formidable. Hein, et donc le travail a consisté d'abord à cibler ces entreprises. Bon, ça c'est pas très compliqué puisque... il y a des annuaires qui existent, des réseaux qui existent. Et donc, si vous êtes un peu impliqué dans la vie économique, eh bien, vous allez connaître ces réseaux, vous allez pouvoir déterminer la cible. Oui, donc l'aspect régional a été très fort, quoi. Et donc, c'est ça ça a dû être une grande force dans la réussite, parce que c'est assez extraordinaire. Seulement 150 entreprises. Parce que comme nous sommes, je me permets de vous poser ces questions, parce que nous sommes dans un département donc, de sociologie et aussi de sciences de l'information et communication. Donc, notamment la collecte de fonds, ce qu'on appelle le fundraising, les relations publiques, les relations presse, sont des choses que l'on étudie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'avec donc seulement un travail sur 150 entreprises, vous avez réussi, c'est une prouesse aussi, je dois dire, en termes de résultats. Hein. Mais nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi comme cela. C'est-à-dire que... bon, j'essaie de vous décrire les choses et de vous faire comprendre comment marche l'économie de ce système. Nous n'avons pas réussi comme cela, puisque... Alors, je fais circuler le dossier. Oui. Il faut donner une petite précision qui est importante, c'est que le premier coup de téléphone a été donné le 20 novembre. De quelle année ? 2003 ? 2003, pour une vente qui se déroulait le 21 décembre.
C'est-à-dire que l'ensemble de l'opération a été conduite sur une période extrêmement Formidable. brève. 6 mois, en fait, pratiquement. Non, Un mois. Ah, en un mois seulement, pardon. Novembre à Ah, décembre, je croyais, non, je ça croyais que fait un c'était. mois. Non, mais, ah oui, je croyais que c'était de l'année d'avant, excusez-moi. Non, Oui. un mois. Non, c'est extraordinaire. Hein. 20 novembre 2003, 21 décembre Ça, alors 2003. Hein. Ah. Et dans toute la première partie, donc ça on est en jour, disons dans les 8 premiers jours, nous nous sommes heurtés à la difficulté d'accéder aux grands patrons des grands groupes. Oui, bien sûr. C'est très bien difficile. sûr. Même et malgré l'envoi de dossiers de grande Oui, bien qualité, sûr. avec des expéditions très soignées, avec des... Parce que normalement, c'est 2 ans, même avec des des adresses très beaux manuscrites, dossiers. C'est avec 2 des ans. timbres, C'est 2 ans. avec des logos imprimés, enfin tout ce que vous voulez, du travail particulièrement soigné, c'est très difficile. Bon. Et au bout de quelques jours, et je vous rappelle que nous étions dans un projet qui était contraint par une obligation de discrétion que nous nous imposions pour ne pas nuire aux intérêts du vendeur, nous n'avions pas réuni les sommes nécessaires, c'est-à-dire que nous avons échoué sur la première partie de l'opération. Et nous étions dans une situation de psychologique difficile, n'est-ce pas? Vous pouvez Il y a rappeler besoin de- la somme que vous avez collectée? Ça, je ne la rappellerai pas, puisque la rappeler serait dire qu'elle a déjà été, c'est dire qu'elle a déjà été diffusée. Elle n'a pas été diffusée. Elle n'a pas été diffusée? Non, et nous ne la diffuserons pas. Ah non, nous avons c'était collecté secret. largement de quoi acheter. Alors là, notre nous sommes tableau, dans un et pour système le reste, vous n'en d'économie à la saurez rien. française. Nous sommes vraiment dans un système d'économie à la française, dans le secret, vous voyez. Ça, c'est très intéressant. Si on fait un bon lobbying, on arrivera peut-être à le savoir. Non, mais ça qui est drôle, parce qu'en même temps, c'est très intéressant parce que monsieur apporte de l'eau à notre moulin, en prouvant, je savais même pas, vous voyez, en fait, on ne saura même pas les montants qui ont été collectés, ce qui est, normalement, en collecte de fonds, c'est impossible, parce qu'on doit absolument travailler de façon transparente. Mais c'est intéressant. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur Monéger. Je vais donner la parole à monsieur Zarefkan, qui lui, je crois, j'espère, va nous donner des Je chiffres. donnerai juste une... Oui, je vous en Si prie. vous laissez la parole à Oui. l'instant. Je vous disais que nous avons échoué. Or, nous avons réussi, bien sûr. à Bien acheter sûr, ce tu as tableau. réussi, je vous en Donc, félicite. à compter du moment, je vais faire court, à compter du moment où le catalogue du commissaire-priseur est paru, et il est paru aux alentours du 12 décembre, nous avons considéré que nous étions dégagés de cette obligation, de cette contrainte. Je vous prie de m'excuser, qui était le commissaire-priseur? Le commissaire-priseur était l'étude Thierry Lannon à Brest, qui par ailleurs a profité d'une Oui, de montrer première ça. page, enfin, d'une Donc, couverture de il la était Gazette de ravi, l'Hôtel Drouot, oui, d'accord. ce qui ne leur était jamais arrivé. Et, Donc ça, je et- n'en doute ce qui pas. n'était jamais arrivé à Brest. Bah, je voilà. n'en doute pas, je n'en Et doute donc, pas. C'est c'est la la- logique. ce qu'il C'est la faut- logique économique. Oui, donc en fait, Vous allez rechercher une toute petite salle des ventes pour le payer moins cher. je ne suis pas le vendeur, monsieur. Et donc, nous avons... N'oubliez pas que nous sommes nous dans avons l'économie ensuite- de l'art Nous avons aujourd'hui. ensuite dégagé de cette contrainte. Et avec ces amis qui étaient en charge de la communication sur cette opération, nous avons pu faire appel aux médias. Et ce sont les médias qui, en fait, ont donné de la puissance à l'opération. FR3, informé de l'opération, a passé 4 messages, 3 régionalement, 1 nationalement avant la vente. Et vous avez dans votre petit dossier, madame, vous avez Que j'ai une fait revue de circuler, presse. oui. La presse locale s'est emparée du sujet, a parlé d'un tableau menacé d'exil, a parlé des Bretons Voilà. qui veulent conserver Et les Bretons, le Gauguin, les a parlé des Bretons qui veulent... Voilà. Astérix nous l'a prouvé, Tout à fait. Le savent fi- défendre leur territoire. Le Figaro a fait la relation avec Astérix, etc. Voilà. Et c'est la presse qui a donné la puissance nécessaire. Ça a permis d'abord de porter à la connaissance de beaucoup de gens, et en particulier du public, l'existence de l'opération. Donc il n'y a pas eu seulement des fonds de entreprises, mais du public aussi. Tout à fait. Voilà. Mais le public verse des sommes qui Oui, sont mais- le cadeau du cœur. Mais qui peuvent faire des fois des petites rivières. Non. Qui font des toutes petites rivières, bien sûr, mais qui ne sont pas suffisantes pour acheter un Gauguin. Donc, mais c'est malgré tout très, très émouvant et très sympathique. Donc Bon. il y a eu ça. Nous avons déposé des urnes dans les commerces de Pont-Aven Donc il y a eu pour quand même associer la une population belle opération de locale. marketing. Ouais. Oui, tout à fait. Bien organisé. Et c'est vous qui avez fait ça aussi ou c'est une agence qui a fait ça pour vous? Non, Les tout ça a urnes, été tout ça. fait par 3 amis, Trois amis, d'accord. et bénévolement. Eh bien, comme Bien quoi sûr. l'art peut, Hein peut toujours réussir, et je vous remercie beaucoup. Alors maintenant, Denis Zarefkan, qui est le Cette secrétaire. question sur les 150 entreprises, il y a combien un pourcentage qui ont répondu favorablement? Eh bien, peut-être 20%, à peu près. 30, c'est bien. 20%. Oui, mais ce sont des sollicitations ciblées.
rappelons, mais même. ou précisons que de toute façon, si vous cherchez à vous adresser à un public que vous ne connaissez pas déjà d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pratiquement pas de chance d'aboutir. Non, mais même en termes de nous marketing, ce sont des bons résultats, très Oui. bons résultats. Non, mais ils sont bons parce que nous nous sommes adressés à des gens que nous connaissions. Oui, mais même. Non, mais nous nous sommes adressés à des gens que, soit Oui, mon c'est ami, donc- soit que moi-même, vous connaissiez. tutoyons depuis longtemps. Ah oui, donc voilà. ce n'est plus la collecte de fonds. Donc on leur a dit, C'est voilà. plus la collecte de Donc, fonds, c'est un autre système. c'est de dans la ce cas-là, collecte de qui fonds était- quand même. Bon, Oui, d'accord, mais voilà, hein. oui, d'accord. Voilà. Et Je vous donc, remercie beaucoup, monsieur. Et parce qu'après, on va faire le jeu des questions et réponses. tout à fait, tout à Si fait. vous Simplement, le tableau a quand même été adjugé pour un prix, frais compris, qui fait environ 500 000 euros, D'accord. qui ont été largement couverts. D'accord, Mais il faudra préciser aussi qu'il y a des fonds publics. d'accord. Ah, des fonds publics aussi. Oui. Parce Ah. qu'une fois que les médias sont Ah, nous lancés, sommes en France. Il y avait des fonds publics. il fallait bien aller les chercher. Une fois que les médias sont lancés, les pouvoirs Non, mais publics c'est sont dans une intéressant. On situation voit que l'économie de où l'art, il leur appartient de répondre. Ils ne peuvent pas rester dans le silence. Donc il y a eu des fonds publics, sans être collectivités territoriales, Alors, par. nous débarquions dans ce sujet, donc aucun d'entre nous ne connaissait les mécanismes Donc de excusez-moi, ces parce fonds que publics. je vous prie de s'excuser, mais notre temps est assez court. Je sais. Donc quels étaient les intervenants économiques para-étatiques ou donc dans ceux qui sont intervenus? La ville de Pont-Aven s'est mobilisée. Oui. Ça, c'est Donc normal. à l'échelle de la ville, oui. Le Conseil général a fait un geste. Oui. Et puis ensuite, c'est le système du FRAC ou du FRAM, je ne sais. Oui, oui. C'est-à-dire, Fonds régional Action Culturelle. voilà, c'est ça. Hein. Donc la région d'une part et l'État d'autre part, mis en mouvement par nous-mêmes pour la région, par la Et conservatrice vous, qui pour êtes l'État. expert comptable, ça a fait effet de levier? Ou comment ça s'est passé? C'est quel pourcentage l'État? Ah non, j'ai cru que c'était une L'État. autre question. Eh ben, L'État. les sommes qui sont attribuées par l'État et que nous avons d'ailleurs réduites, Ouais. puisque nous avions... L'État qui a gagné dans sa L'État a gagné un peu d'argent dans cette affaire par rapport à sa première proposition. Nous avons considéré que nous pouvions lui demander un petit peu moins que ce qu'il nous avait proposé. Mais, même pas de mais, morale. mais, mais, mais- mais- pas de morale. si, parce qu'il faut Bon. savoir justement intéresser pour l'avenir. Alors Mais maintenant, excusez-moi. ce sont les fonds privés qui ont fait l'essentiel Bon. de la somme. Ben, merci beaucoup, monsieur Moléger. Je vous félicite, nous vous félicitons tous pour cet exploit. Parce que, Merci. en termes de relations publiques, relations presse, collecte de fonds, c'est vraiment un travail remarquable. Juste un Si vous pouvez point. m'excuser, Non, monsieur. juste un point. Oui. Parce Monsieur que vous, Denis vous Arcand, avez parce que nous souri, avons. vous avez souri des pouvoirs publics. Non, 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 Je mais ça voulais ne pas, signaler pas qu'il du y a tout. une mission mécénat Oui, attendez. auprès on en parlera du ministre ensuite. de la On en Culture, parlera ensuite. qui a été Monsieur, très voilà. efficace. Bon, monsieur Denis Arefkan maintenant va intervenir, parce qu'ensuite nous avons monsieur Elemans qui a fait un travail énorme sur l'économie de l'art, et nous tenons aussi à l'entendre. Alors, monsieur Denis Arefkan est secrétaire général de la Fondation du Crédit Coopératif. Le Crédit Coopératif, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une banque. Et monsieur Arefkan va nous préciser, parce qu'en effet, c'est une banque qui a une vocation particulière. Bien, alors bonsoir à tous d'abord et merci de me recevoir dans ce forum sympathique et tout à fait passionnant. Alors d'abord, qu'est-ce que la Fondation Crédit Coopératif ou qu'est-ce qu'est le Crédit Coopératif d'abord? Puisque la Fondation n'est que une des expressions du Crédit Coopératif. Crédit Coopératif est un groupe bancaire, coopératif comme son nom l'indique, et qui a plus de 100 ans, puisque la création originelle, si on s'y rattache, date de 1893. Et c'était une banque coopérative, dont nous continuons l'histoire. Quelle est notre particularité fondamentale? C'est que nous adressons essentiellement à ce qu'on appelle l'économie sociale, c'est-à-dire les coopératives, les mutuelles et les associations qui ont une activité de production ou de service. C'est-à-dire pas du tout les collectionneurs, par exemple, une association de collectionneurs de timbres n'est pas notre champ d'activité, mais une association de tourisme social, une association qui s'occupe d'handicapés, une coopérative de production, coopérative HLM, par exemple, ou toutes les mutuelles pour leurs différentes activités sont nos clients naturels et notre champ d'activité. La particularité fondamentale précisément du crédit coopératif, c'est que c'est notre clientèle fondamentale. Ça ne veut pas dire que d'autres banques n'ont pas ce type de clientèle, mais nous, ce n'est que notre clientèle. Et 50% de cette clientèle ressort du secteur associatif, par exemple. Alors, de cette particularité,
on peut tirer aussi la particularité pour notre fondation qui a été créée il y a 20 ans. Nous fêtons cette année les 20 ans de la fondation Crédit Coopératif. Et cette fondation a comme spécificité de s'intéresser au même secteur que la banque. Très souvent, des fondations dans les entreprises s'intéressent à des secteurs complètement différents du secteur de leur maison mère. Nous intervenons dans notre propre secteur. Alors, tout à l'heure, Monsieur Monégé disait que le mécénat, c'est dépenser de l'argent avec plaisir. Ça peut se concevoir comme ça. Pierre Berger disait dans une interview que les mécènes aujourd'hui ne sont plus que des marques. Alors je ne sais pas s'il pensait aux entreprises, d'ailleurs il pensait en partie pour lui puisqu'il l'a dit. On peut aussi reprendre une définition de Machiavel qui conseillait au prince à l'époque où il écrivait son livre de s'intéresser à l'art non pas spécialement par goût mais éventuellement par intérêt. Donc on peut, je dirais que le mécénat, c'est un peu ce qu'on veut en faire. Mais c'est indispensable. Et c'est indispensable puisque l'origine même du mot mécénat ou mécène remonte à ce conseiller de l'empereur Auguste dans les années 30-60 à Rome et qui a été d'ailleurs un des mécènes de Virgile. Mais pour des utilisations, pour l'art bien sûr, mais aussi pour la politique. Et si on prend l'histoire du mécénat, même si ce n'est pas obligatoirement l'objet, mais sans histoire du mécénat, il n'y a pas non plus d'économie de l'art, puisque le mécénat au départ, ça a été d'abord le mécénat de l'art pour des artistes, que ce soit des artistes d'art plastique ou que ce soit des écrivains, pour prendre les deux grands chapitres du mécénat ou la musique. Alors, ce que vous attendez de moi, je pense, c'est de savoir comment fonctionne une fondation d'entreprise. Voilà. Si demain... nous voulons ici créer, et d'ailleurs c'est notre objectif, une fondation pour aider les artistes contemporains. Et que l'on tient à rester en France. Parce qu'aujourd'hui, nous ne ferons pas une étude comparative des fondations, mais en France. Comment est-ce que je dois faire? Très bien. Alors, je crois qu'il faut d'abord planter un peu le décor juridique. Je ferai un peu comme ça a été fait tout à l'heure. Je crois qu'il faut planter le décor juridique. D'abord, le mécénat est quelque chose de relativement récent. Qu'il soit pour les particuliers ou qu'il soit pour les entreprises, encore plus récent que pour les particuliers. On peut dire que il remonte pratiquement aux années 70. 50, 60, plutôt 70 en tout cas pour les entreprises. Le CGI, oui. Mais pour les entreprises, je parle. Oui, je parle pour les entreprises, plus que pour les particuliers. En réalité, le coup d'envoi du développement du mécénat, c'est la loi de 87, qui s'appelle justement loi de développement du mécénat. En tout cas, c'est celle qui l'abordait d'une manière claire, nette et précise, même si le Code général des impôts avait déjà inclus un certain nombre de dispositifs favorisant le mécénat. Pour les entreprises, la loi de référence, c'est la loi de 1990, qui véritablement a permis plus exactement la création des fondations d'entreprises. Et plus récemment, c'est la loi qui vient d'être évoquée, la loi du 1er août 2003, qui véritablement, je ne dirais pas ouvre les vannes, parce qu'on sait très bien que l'État n'est pas aussi généreux que cela, mais disons, ouvre de nouvelles perspectives au mécénat, que ce soit pour les particuliers ou que ce soit pour les entreprises. Ça, c'est le cadre juridico-fiscal dans lequel nous vivons. Oui, M. Djarevkan, je suis d'accord, mais je me permets simplement de vous faire une petite précision. En 1978 déjà, je faisais de la collecte de fonds dans une entreprise auprès des entreprises. Et nous utilisions déjà les éléments fiscaux pour collecter des fonds. Non, parce que très souvent, en effet, le public a l'impression que ça a commencé dans les années 80, ça a commencé même avec les entreprises années 70. Disons que c'était plus officialisé, mais plus médiatisé, on dirait. Plus médiatisé, mais il faut bien voir que le mécénat, je viens de le dire, remonte à l'Antiquité, donc je veux dire dans le temps et dans l'histoire. Mais on avait déjà les instruments. Absolument, il se déplaçait entre la puissance publique, quelque niveau que ce soit, pour passer ensuite à la noblesse, pour passer ensuite à la bourgeoisie, et puis maintenant aux entreprises. On peut dire, on peut trouver ce cheminement-là historiquement, enfin sur les 2000 ans d'histoire que nous venons de vivre, qu'a vécu le monde. Alors, en ce qui concerne les fondations en général, disons qu'il y a en France 3 types de fondations. Les fondations abritées, ce qu'on appelle les fondations abritées. Abritées en particulier par la Fondation de France ou l'Institut de France. Il y en a à peu près 500 en France. Il y a ensuite les fondations d'entreprise, nées avec la loi de 87. Il y en a environ 70. Et il y a enfin les fondations reconnues d'utilité publique. Il y en a environ 470. Voilà le schéma des fondations en France, c'est-à-dire à peu près 1 millier de fondations. À titre de comparaison, même si notre champ n'est pas l'international, il y en a 12 000 aux USA. Il y en a à peu près 2 000 en Allemagne, 3 000 en Grande-Bretagne, et 3 000 en Espagne. Ça peut peut-être étonner, mais il y a 3 000 en Espagne.
Alors, donc, le tableau est assez contrasté. Et je dirais même que parmi les objectifs de la loi de 2003, c'est précisément de doubler le nombre de fondations existantes en France, quel que soit le type, c'est-à-dire aussi bien abritées que d'entreprises ou d'utilité publique. Alors, qu'est-ce que ça représente dans le domaine de la culture, puisqu'on parle quand même d'économie de la culture, ça veut dire des chiffres, et des chiffres, je dirais, sonnants et trébuchants, même si c'est souvent des virements ou des chèques. Pour la culture, en 2000, il y a à peu près 1200 entreprises qui font du mécénat culturel, pour un budget global d'environ 198 millions d'euros. Voilà un élément de repère. Il y a une autre étude qui a été faite en Europe, toujours dans le domaine du mécénat culturel, qui situe la France à peu près d'une manière médiane. Sur 11 pays, l'Allemagne est arrivée assez en tête avec 255 millions d'euros. L'Italie avec 205 millions d'euros, le Royaume-Uni avec 226 millions d'euros, et la France avec 198 millions d'euros. Ce qui est moyen, mais qui n'est pas obligatoirement, et là je rejoins notre expert, il n'y a pas de quoi pavoiser. Ça c'est clair. En berne. En berne. Alors, et si on prend les chiffres du mécénat plus global, il faut voir que les sommes récoltées au niveau du mécénat, que ce soit au niveau entreprise ou même particulier, ça représente 0,09% du PIB en France pour 2,1% du PIB aux USA. Alors, je préfère donner le rapport en pourcentage du PIB, parce que si on prend les chiffres en valeur absolue, évidemment, c'est incommensurable. Mais ça donne aussi une explication des différences de chiffres qui ont été évoquées tout à l'heure. Pardon. Alors, plus concrètement, une fondation. Alors, si on décide de créer une fondation d'entreprise, ce qui a été le cas du Crédit Coopératif et de 70 autres fondations. D'ailleurs, le paradoxe que j'ai relevé en préparant ces quelques mots d'intervention, c'est que si on prend sur ces 70 fondations d'entreprises, il y en a une douzaine qui sont des fondations générées par des entreprises de l'économie sociale. C'est-à-dire qu'en proportion du nombre d'entreprises existant en France, bon, il y a quand même 1 million et quelques, bon, enlevant toutes les toutes petites entreprises, il y a quand même environ 30 ou 40 000 grandes ou PME grandes importantes en France. Eh bien, sur 70 fondations d'entreprises, il y a 10 à 12 qui sont d'origine générées par des entreprises d'économie sociale. Bon, donc le Crédit Coopératif, les banques populaires, la Maïf, le Crédit Mutuel, les caisses d'épargne, ou le Crédit Agricole, par exemple, pour les grandes banques du secteur. Ou la Massif, ou la Fondation Massif. Ça, c'est une particularité que j'ai relevée. Mais l'autre particularité, c'est que ces fondations d'entreprises de l'économie sociale, même si elles ne s'adressent pas obligatoirement à l'économie sociale, s'intéressent rarement à l'art. Sauf la Fondation Banque Populaire, qui s'intéresse à la musique et aux jeunes virtuoses, par exemple. Autre élément important et intéressant, c'est que le secteur des arts plastiques est le deuxième secteur de mécénat en France, dans les différentes catégories. Et il y a des fondations d'entreprises, comme la fondation COFIM, la fondation Coras, ou Hewlett-Packard, ou Cartier évidemment, qui sont des fondations plus spécialement dédiées à l'art et à l'encouragement à l'art. Alors maintenant, comment ça vit, comment ça se crée? Alors le problème justement des fondations et des fondations d'entreprise, c'est qu'elles obéissent à un régime administratif assez lourd qui vient d'être allégé par le dispositif de la loi de 2003. Mais le dispositif originel était un dispositif assez lourd de déclaration administrative et où, par exemple, quand on décidait, imaginons que l'entreprise décide d'augmenter sa dotation, eh bien on devait refaire tout le processus administratif. Et là, je peux vous dire, c'était rédhibitoire. Alors ça, c'est des dispositions qui ont été allégées de façon à faire en sorte que si une entreprise a envie de faire plus, elle puisse le faire sans qu'elle soit alourdie par le processus administratif. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui décide de créer une fondation, elle peut d'abord faire une fondation abritée pour n'avoir pas à la gérer elle-même. Et donc, elle décide de s'abriter, en général, à la Fondation de France ou à l'Institut de France. Elle peut créer une fondation d'entreprise d'elle-même, enfin, qui relève que d'elle. Et à ce moment-là, là aussi, une des lourdeurs, c'est qu'il fallait qu'elle ait une dotation initiale.
Et on ajoutait à la dotation initiale la nécessité d'avoir une caution bancaire. Donc on ne comprenait pas très bien à quoi servait la caution bancaire s'il y avait une dotation initiale, ou à quoi servait la dotation initiale s'il y avait la caution bancaire. Il a fallu quelques années pour faire comprendre ça à l'administration, qui a enfin compris, qui a supprimé la dotation initiale. La dotation initiale qui était de combien? Elle devait être au minimum de l'ordre de 200 000 francs, ce qui n'est pas colossal. Je parle en francs pour que les choses soient plus claires. Mais ce n'est pas colossal, mais encore fallait-il que l'entreprise accepte. Autre élément intéressant à savoir, c'est que au jour d'aujourd'hui, je fais le rapprochement, c'est que le mécénat le plus important en France d'entreprise est fait par des PME, n'est pas fait par les grandes entreprises. Et il est relativement régionalisé. Oui, ce que prouve, ce qui vient d'être dit est une illustration de ça. Oui. Et notamment à travers des clubs d'entreprises régionaux qui choisissent une action de mécénat. Un tissu social très serré. Exactement. Et très lié de proximité. Ça devient un mécénat de proximité. Ce qui est dans la tendance générale, finalement, de l'évolution de la société, de s'adresser plutôt à la proximité qu'à rechercher des choses un peu trop lointaines et donc moins sensibles. On n'est pas loin du lobbying, quoi. Absolument. Mais de proximité. Alors la contrainte maintenant pour une entreprise quand elle crée une fondation, c'est de s'engager sur un budget aussi. Alors, c'est quoi le budget ? Par une fondation d'entreprise, l'entreprise qui décide de créer une fondation dit moi j'alloue pour 3 ou 5 ans, puisqu'aujourd'hui on peut créer une fondation d'entreprise pour 3 ou 5 ans, avant c'était obligatoirement pour 5 ans, je lui donne une dotation de X millions de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros, mais qu'elle est obligée de verser chaque année. C'est-à-dire, c'est une sécurité pour la fondation et donc pour les pérennisations des actions. Je prie m'excuser, je n'ai pas compris. Je vous en prie. Moi, je suis vraiment... Non, mais c'est moi qui dois mal m'exprimer. Non, c'est moi qui ne suis pas une économiste. Donc, je veux créer une fondation aujourd'hui, avec les nouvelles lois, l'amélioration des lois déjà existantes. Vous êtes entreprise, on parle de ça. Alors, je suis entreprise. Qu'est-ce que je dois mettre qu'est-ce que je dois mettre à la banque ? Vous devez décider du budget que vous allez allouer à votre fondation pour 5 ans. Quel est le minimum ? Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. Non, je ne crois pas qu'il y ait de minimum. Enfin, moi, j'ai pas en mémoire qu'il y ait un minimum. Je crois bien qu'il y a un minimum. Peut-être parce que, ayant ce qu'il faut, je ne me suis pas obligatoirement posé la question. Mais je ne pense pas qu'il y ait obligatoirement un minimum. Enfin, je croyais qu'il y avait un minimum de 400 000 francs, 500 000 francs, non ? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas des sommes. Pour une fondation, on peut faire du mécénat avec moins que ça sur 5 ans. Ça veut dire, à la limite, ça veut dire, si je prends 500 000 francs, ça veut dire 100 000 francs par an. Bon. Oui, mais c'est la différence entre certains pays où on peut créer une fondation, où des individus peuvent créer des fondations. C'est ça que je veux dire. Oui, mais je crois qu'en France, on peut créer une fondation, qui à ce moment-là sera abritée à la Fondation de France, qui portera éventuellement... Oui, mais elle sera abritée par la Fondation de France, qui est l'État. Mais vous ne pouvez pas créer votre fondation. Voilà, c'est ça. Votre fondation non abritée, vous ne pouvez pas. Voilà. C'est une distinction importante, qui fait que l'économie, si vous voulez, de l'art... est cernée, quoi. Elle est, on pourra dire au choix structuré ou cerné. Voilà, exactement. Voilà. Alors, ensuite, vous avez aussi d'autres types de contraintes. Donc, vous devez disposer de ce budget. D'accord. Bon, ce budget, il vous est alloué annuellement. Mais l'entreprise s'engage pour 3 ou 5 ans. Ça, c'est extrêmement important. Alors, c'est important pour l'entreprise, qui peut dire, ouh là là, est-ce que je vais m'engager pour 3 ou 5 ans? Et c'est important pour la fondation, parce que dans la nature des actions qu'elle va entreprendre, elle sait qu'elle peut disposer d'une somme donnée pour 5 ans, même si c'est annualisé. Et ça, c'est très important. D'accord. Bon, ça, c'est un avantage et une difficulté pour l'entreprise de dire, je m'engage pour 5 ans. Ça veut dire, en fait, je fais un pari sur le futur, sur mes résultats, pratiquement. D'accord. En tout cas, bon. Alors... L'intérêt quand même des dispositions fiscales, c'est qu'effectivement, il y a un doublement de l'avantage fiscal des dons faits par les entreprises à leur fondation d'entreprise. L'avantage fiscal a été quand même très nettement amélioré. Ça, c'est quand même incontestable par le nouveau dispositif fiscal. Auriez-vous des chiffres, vous avez des chiffres très intéressants tout à l'heure, auriez-vous des chiffres sur les sommes moyennes que les fondations s'allouent ? Alors, écoutez, je crois que là, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des chiffres d'abord qui ne sont pas communiqués, d'autres qui sont communiqués. Moi, je peux vous donner le nôtre parce que c'est pas un secret. Et en plus, j'ai la chance que notre président, le président Duthiers, a doublé la dotation de notre fondation parce qu'il veut en faire un véritable, enfin, il veut qu'elle soit un véritable enseigne de ce qu'on peut faire dans le domaine du mécénat. Il a une mentalité de grand mécène. Il a toujours été. Il aime en tout cas beaucoup de choses qui sont dans le domaine d'action de notre fondation. Donc nous, notre budget actuel est de 700 000 euros par an.
Bon, c'est un budget tout à fait significatif, sans être un budget exceptionnel par le montant. Mais il est très significatif. Il représente quand même 3% du résultat net de notre entreprise. Bon, il y en a qui sont très au-dessus, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et il y en a pas mal qui sont en dessous. Donc, dans les actes, je le rappelle, parce que nous faisons des actes annuels, la discussion de ce soir sera développée avec des éléments plus, probants si nécessaire. Donc, je vous remercie beaucoup, parce que malheureusement, le temps nous presse, c'est toujours trop court. Alors, Monsieur Elemans, qui nous arrive de l'Université libre de Bruxelles, qui a fait un travail très important sur l'économie de l'art du livre d'artiste, c'est-à-dire par livre d'artiste, vous allez nous dire ce que vous entendez par là, si vous voulez. Merci bien. Dans l'art du livre, on constate au fil du temps un déplacement progressif de la sphère littéraire à la sphère artistique. Ainsi, au XVIIIe siècle et même encore au XIXe siècle, l'illustration reste asservie au texte et garde un caractère descriptif. À partir du XXe siècle, et sous l'impulsion de certains éditeurs, existe une volonté réelle de susciter une collaboration étroite entre l'écrivain et l'illustrateur. Le texte devient bientôt prétexte à des compositions graphiques ou picturales. Produit de culture élitiste par excellence, les livres de peintres qui constituent un des segments de la bibliophilie moderne peuvent être considérés comme des succédanés de la peinture. Définis comme des textes illustrés de gravures ou de lithographie originales, exécutés par des artistes de renom, principalement justement ceux de l'école de Paris, ils s'inscrivent dans le contexte du livre ou de la peinture comme objet de valeur. Cette communication présentera donc quelques facettes des aspects économiques du marché du livre illustré moderne. La bibliophilie ne peut être considérée comme homogène, tant par la multitude des livres édités depuis les débuts de l'imprimerie qu'en raison des divers secteurs du domaine du collectionnable. Un indice synthétique du marché du livre ancien est donc relativement illusoire. Aussi, dans le cadre propre de cette recherche, avons-nous élaboré un indice du marché du livre illustré moderne, ou livre de peintre, segment du marché qui tient une place de choix lors des ventes aux enchères de livres. Donc vous avez fait cet indice de quelle année à quelle année, à peu près? De 1970 à 90, c'est Picasso, donc, que je verrai par la suite, Oui. Également de 1970 à 2000, mais en francs constants de 1911 à nos jours, depuis son premier livre illustré. C'est une étude énorme. Oui, Ouais. avec énormément de chiffres qui ont dû être utilisés. Là, nous arrivons vraiment, nous sommes que l'économie de l'art, c'est un vaste sujet, puisqu'on part du très grand pour arriver au plus petit. Voilà. Non, mais plus petit, je veux dire, là, là, nous allons avoir c'est des chiffres, on va avoir des chiffres, là. Oui. Alors, en effet, dès le moment où un objet trouve un prix sur un marché où sont confrontés l'offre et la demande, il tombe dans le champ de l'analyse économique. Ainsi, en 1817, dans ses Principles of Political Economy and Taxation, l'économiste anglais David Ricardo distingue de manière explicite deux catégories de biens marchands. Les biens reproductibles, d'une part, les biens non reproductibles, d'autre part. Voici ce qu'il dit de cette dernière catégorie. Il y a des choses dont la valeur ne dépend que de leur rareté. Nul travail ne pouvant en augmenter la quantité, leur valeur ne peut baisser par suite d'une plus grande abondance. Tels sont les tableaux précieux, les statues, les livres et les médailles rares. Les vins d'une qualité exquise, qu'on ne peut tirer que de certains terroirs très peu étendus, et dont il n'y a par conséquent qu'une quantité très bornée. Enfin, une foule d'autres objets de même nature, dont la valeur est entièrement indépendante de la quantité de travail, qui a été nécessaire à leur production première. Cette valeur dépend uniquement de la fortune, des goûts et du caprice de ceux qui ont envie de posséder de tels objets. Ainsi donc, pour des biens limités, la sacro-sainte loi de la valeur naturelle, c'est-à-dire le principe d'oscillation ou d'équilibre des prix conjoncturels autour du coût de production, idée chère à Adam Smith, père de l'économie politique et auteur du célèbre Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations, n'est pas applicable. Qui plus est, pour tous les biens dont les prix de vente sont déconnectés des prix de revient, la loi générale de l'élasticité négative de la demande par rapport au prix, développée par Alfred Marshall dans ses Principles of Economics en 1890, n'est plus de mise. En faisant abstraction des livres qui n'ont aucune valeur de revente sur le marché secondaire, si ce n'est le prix du papier, nous distinguons deux catégories d'ouvrages qui peuvent entrer dans le circuit économique des biens de seconde main.
On peut facilement en esquisser les courbes d'offres et de demande. La première est constituée par les livres courants, qui ne sont en fait plus disponibles sur le marché primaire, pour la seule raison qu'ils sont épuisés. Pour ces livres de qualité moyenne, dont le contenu est intéressant en réalité, ils sont indisponibles. On observe une courbe de demande classique. La courbe d'offre représente quant à elle la particularité d'être rigide, inélastique, disent les économistes, c'est-à-dire que l'augmentation des prix ne se répercute pas proportionnellement dans l'augmentation des quantités proposées à la vente. Il s'agit en fait d'un marché de pénurie. D'une part, les amateurs ne souhaitent pas se défaire de leurs biens. D'autre part, la grande majorité des possesseurs de livres est mal informée des prix pratiqués sur le marché des livres d'occasion. L'offre potentielle est par ailleurs fixée une fois pour toutes. Puisque la production est arrêtée, nous écartons bien évidemment les faux qui sont pratiquement inexistants sur le marché étudié. Une seconde catégorie regroupe les livres de qualité exceptionnelle, tels les livres de peintres. Ceux-ci, à la différence de la première catégorie, ont droit de citer dans le champ de la bibliophilie. La courbe d'offre présente la particularité d'être fortement inélastique par rapport au prix. Les collectionneurs, très conservateurs par nature, misent sur une hausse future, ce qui restreint inévitablement l'offre potentielle. La courbe de demande, quant à elle, est pour le moins assez bizarre. La représentation schématique tend à montrer que plus les prix sont élevés, plus la demande pour ces biens est forte. Ce qui est caractéristique de l'effet Veblen et met en évidence le phénomène d'appropriation de ce bien culturel par la classe des loisirs et par là même, à l'origine bien souvent de la spirale des prix que Delac, en 1898, met très bien en évidence dans sa chronique des ventes publiques de livres. Voici ce qu'il dit. Surtout s'il s'agit d'exemplaires qui aient déjà, dans des ventes antérieures, atteint de gros prix. Il ne s'arrête plus. On serait tenté de croire qu'incapables de déterminer par eux-mêmes, ils tiennent à s'en rapporter au choix de leurs devanciers. Ils ne veulent que des livres qui aient été en quelque façon consacrés à l'avance. Ceux-là, ils se les disputent. Et tel est leur acharnement, alors que le vers fameux semble les avoir visés. Quand la borne est franchie, il n'est plus de limite. Thorsten Veblen, économiste et sociologue américain, souligne la fonction sociale de prestige que joue la consommation ostentatoire au sein de la classe oisive des hommes d'affaires. Selon cette théorie, le snobisme ou la mode peuvent conduire l'amateur à rechercher des livres de prix élevés et à dédaigner ceux dont les prix baissent ou sont déjà trop bas. Sous l'emprise de cet effet, un objet n'est pas recherché en lui-même, mais en raison de son prix, de la signification sociale de son achat. Tellement intéressé par les livres artisanaux, Veblen traversa l'océan en 1896 afin d'y rencontrer William Morris, écrivain socialiste anglais qui édita son premier ouvrage, The Story of the Glittering Plain, en 1891. Avec la Kelmscott Press, qu'il fonda pour l'occasion, il publia durant les 7 dernières années de sa vie quelques 56 ouvrages dans le champ du livre relativement restreint, où l'effort typographique marque un renouveau de la profession et se caractérise par un retour au caractère de la Renaissance et du Moyen Âge. En 1897, Octave Usanne faisait remarquer « Depuis lors, il édita à petit nombre, et ce que personne n'a suffisamment remarqué, contrairement à ses théories d'art social, c'est-à-dire à des prix relativement élevés. » Dans l'essai qu'il publia en 1899, The Theory of the Leisure Class, Thorsten Veblen se plaît à décrire dans le chapitre consacré aux règles pécuniaires du bon goût la production des livres de cet éditeur, hors du commun, qui par ses réalisations avait en effet renouvelé l'art graphique et fondé sa propre presse. La Kelmscott Press tomba dans l'absurdité. Ceci dit, soit dit du seul point de vue de leur utilité brute, en publiant des livres à l'intention des lecteurs modernes, mais imprimés en caractère gothique, dans l'orthographe ancienne, reliés de parchemin souple et fermés par des lanières. Autre caractéristique de ces ouvrages élégants, qui indique assez la place du livre artistique dans l'économie. Pour les meilleurs d'entre eux, le tirage est limité. La limitation du nombre d'exemplaires garantit assez sommairement, il est vrai, que l'ouvrage est rare, qu'il est donc précieux et que le consommateur en retire une certaine distinction pécuniaire. Sur le marché de l'art en général, et de la bibliophilie en particulier, interviennent principalement des phénomènes d'ordre psychologique. En effet,
Les objets de collection ne détiennent une valeur qu'en raison d'une part de leur rareté relative, d'autre part des fluctuations de l'offre et de la demande, ainsi que des caprices du goût que déclenchent des modes et des mouvements de publicité orchestrés d'ailleurs parfois par les teneurs du marché. Cependant, malgré leur instabilité congénitale, on les considère souvent comme des valeurs de placement. La dynamique même du marché de l'art est largement responsable de l'amplitude démesurée que peuvent prendre dans les deux sens les mouvements de prix pratiqués. Ici, fait-on généralement état d'une économie régie par des phénomènes d'interprétation de la hausse ou de la baisse des prix et aux anticipations stabilisantes ou déstabilisantes qui s'y rattachent, tels qu'ils se sont produits à la fin de la décennie 80. L'interprétation sociologique de la demande de biens de prestige social ou culturel est également énoncée dans la théorie de la distinction symbolique de Pierre Bourdieu. En raison de leur qualité intrinsèque d'une part, de leur coût prohibitif d'autre part, ces types de production, à la limite entre un livre et une peinture, intéressent une frange limitée de la population. Les livres de peintres, qui représentent une classe marginale dans le monde de l'édition, s'opposent en tout point à la notion de diffusion vers le grand public. Par ailleurs, ces productions contemporaines n'entrent pas dans les mêmes circuits de distribution que le livre qui s'achète dans n'importe quelle librairie et se situerait donc, selon Bourdieu, à l'extrême limite dans le champ de la production restreinte. On peut faire remonter les premiers essais d'association de la peinture à la littérature aux œuvres de Molière, illustrées en 1734 par François Boucher, et au Faust de Goethe, illustré en 1828 de 17 lithographies originales par Eugène Delacroix. Quelques décennies plus tard, en 1874, Édouard Manet grava 8 cuivres pour le fleuve de Charles Cros. Un an plus tard, orna de 6 grandes lithographies le corbeau d'Edgar Allan Poe, d'après la traduction de Stéphane Mallarmé. De ce dernier, il illustra ensuite 2 plaquettes tirées à petit nombre, en 1876, L'après-midi d'un faune, et en 1889, la traduction des poèmes d'Edgar Allan Poe. Ces ouvrages furent par contre de véritables fiascos commerciaux. Les quelques livres illustrés par des graveurs à la fin du XIXe siècle furent les précurseurs du livre de peintre, une création française singulière dans laquelle l'artiste même, qu'il soit peintre, sculpteur, graveur, participe directement dans la production de ses compositions par l'entremise de procédés autographiques. Au tournant du siècle, apparaissent les premiers livres de peintres dans la conception moderne qu'on leur prête. On peut plus précisément faire coïncider la naissance de ce marché aux initiatives de l'éditeur Fleury et surtout du marchand de tableaux Ambroise Vollard. En 1898, Fleury confia à Henri de Toulouse-Lautrec l'illustration d'Au pied du Sinaï, un recueil d'articles de Georges Clémenceau, édité à 30 francs, l'ouvrage ne se vendit pas. Un an plus tard, illustré de 22 lithographies originales du même artiste, il proposa les histoires naturelles de Jules Renard. Un nouveau flop financier. Il fallut attendre 18 ans pour qu'il se revende à son prix initial de 50 francs. Ambroise Vollard, quant à lui, fit appel à Pierre Bonnard et publie en 1900 le Parallèlement de Paul Verlaine. Le succès ne fut pas instantané. Ces ouvrages représentèrent même un échec commercial pour leurs éditeurs, puisqu'on raconte qu'Ambroise Vollard dut solder ce livre, tant recherché à l'heure actuelle, au tiers du prix de lancement. En effet, trop novateurs dans leur conception, leur présentation et leur format, ces livres illustrés rebutèrent leurs contemporains. À cette époque, les bibliophiles ne concevaient d'ailleurs que la gravure sur bois comme procédé le plus noble d'illustration. La lithographie était dédaignée par les sociétés de bibliophiles qui dictaient le ton et le bon goût des amateurs. Vollard ne se découragea pas pour autant, puisqu'il commanda 2 ans plus tard au même Bonnard le Daphnis et Chloé de Longus. Il fut bientôt imité par d'autres marchands de tableaux, tels Henri Canveller, qui associa à partir de 1909 les Derain, Picasso et Dufy aux grands poètes de leur temps. Au sortir de la Première Guerre mondiale, on constate une évolution dans les goûts du public, ce qui se traduit inévitablement dans les prix pratiqués sur le marché secondaire. Il est vrai que l'époque est à la spéculation. L'inflation des prix des livres illustrés, en général, avait engendré une production abondante, mais pas toujours de très bonne aloi. La crise qui suivit se fit durement sentir. C'est à ce moment que l'on reconnut peu à peu la véritable valeur des livres de peintres. D'après François Chapon, le livre illustré n'a rencontré un plus large public qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sous le couvert d'ailleurs de l'énorme spéculation qui s'est déclenchée
à ce moment autour des peintres. Et plus loin, d'ajouter cette surenchère aura des conséquences désastreuses en favorisant un certain type de livre illustré où l'éditeur donne délibérément la primauté à l'image sur le texte. Si on analyse le phénomène en profondeur, on s'aperçoit que les propriétaires des grandes galeries de tableaux n'ont rien fait d'autre que permettre à un public grandissant de se procurer des œuvres originales à série limitée. Ils comprirent vite tout l'intérêt qu'il y avait d'élargir le marché d'un peintre quand sa cote atteint des niveaux inaccessibles aux collectionneurs moyens. Ils eurent d'ailleurs soin d'effectuer de très petits tirages, rarement plus de 200 exemplaires, tous numérotés, ce qui leur confère avec le temps l'avantage d'une rareté croissante. Au sein de ceci se dessine encore une segmentation plus fine. Un certain nombre d'exemplaires sont imprimés sur un papier plus luxueux, d'autres contiennent une suite à part des gravures, etc. Par ailleurs, afin de rendre son exemplaire unique, l'amateur éclairé n'hésitera pas à habiller sa nouvelle acquisition d'une reliure artistique exceptionnelle. Tout est réuni pour faire de ces livres, des objets d'art, voire de spéculation. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si ces livres sont encore destinés à être lus. Pour Pierre Macorlan, la grande production du livre d'art illustré par des peintres participe plus de la galerie de tableaux que de la librairie. Les chiffres. Ok. Je vais... On a, voilà, évolution du... Oui, mais alors je vais peut-être aller un peu plus loin en montrant justement que les livres de peintres vont atteindre des prix incroyablement élevés et en constante hausse jusqu'en 90. Date charnière, non le précédent. Date charnière qui marque le précédent. Date charnière qui marque un renversement de la tendance hyperinflationniste et le retour vers un marché probablement plus sain. L'évolution des prix de 69 à 90 d'un des nombreux livres illustrés par Bernard Buffet, recherche de la pureté de Giono, éclaire ses propos. Outre la date de vente, ce tableau, qui ne mentionne que les exemplaires vendus dans leurs conditions la plus courantes et non reliées, fournit les informations suivantes. Le prix d'adjudication, ce prix augmenté des taxes en vigueur sur les différentes places, puisqu'il se vend à Genève et à d'autres endroits, est exprimé en francs courants et en francs constants, ce qui permet de calculer un taux de croissance annuel moyen sur 20 ans légèrement supérieur à 12%. D'accord. L'indice valeur des livres de peintres vendus en vente publique, c'est ça? Oui, voilà. Donc à partir de 66 oui, de 66 D'accord. jusqu'à... Mais c'est une recherche énorme, hein, ça paraît... mais c'est un travail énorme. Oui, parce qu'en fait, il faut collecter toutes ces données. Absolument. C'est très difficile à trouver, tout ça. Chaque information est difficile. Il faut absolument qu'on compare des choses comparables, voilà. Donc les mêmes livres. Donc, ici, dans cette étude, on a... C'est le travail du sociologue et du spécialiste des sciences, de l'information et de la communication qui paraît simple et qui est très compliqué. On a pu... donc, primo, il faut trouver les arguments du livre, il faut retrouver les descriptions réelles, puisqu'en effet, un livre avec une reliure ne sera pas un livre dans une condition de rocher, donc il faut qu'on compare la même chose. Donc en comparant la même chose, on a différentes constatations et on peut décomposer cette grande période en plusieurs sous-périodes. Donc de 66 à 70, une croissance du marché de 9%. Parmi les fortes hausses, notons Baudin, Degas, Fujita, Gauguin, Laprade, mais des baisses significatives, Bonnard, Léger, Van Dongen. De 71 à 80, une croissance du marché de 11%. Le marché est globalement positif. Les artistes les plus en vue sont Braque, Fujita, Lafresnais et Laurencin, donc au niveau du marché du livre illustré, qui est corrélé évidemment au marché de l'art. De 81 à 90, bon alors là c'est vraiment la croissance du marché. Tous les artistes sont en hausse, pas un seul en baisse. Et là, bon, vraiment les grandes plus-values, Laurencin, Michaud, Picasso. 91 à 95, baisse du marché. Il n'y a plus que 2% de hausse. Au rayon des fortes baisses, Bernard, Delaunay, Dufy, Lafresnais, Laurencin, les Japonais ne s'y intéressent plus, Villon et Vulliamy. D'autres artistes, par contre, résistent très bien et font l'objet de très fortes hausses. Quirico, Clavé, Degas, Fautrier, Moreau, Picasso et Nicolas de Staël. Et de 96 à nos jours, faible reprise du marché, disons 1,5%. Le marché se stabilise, les plus fortes hausses enregistrées concernent Dufy et Picasso. Du côté des baies significatives, on signalera Van Dongen. Alors, la cote des livres illustrés par Picasso. Voilà, alors on y arrive. Donc, au stade de cet exposé, en effet, intéressons-nous
au grand monsieur du livre illustré Picasso, qui est fondateur du cubisme avec Braque. Vous avez raison, il y avait quand même Vollard qui avait fait un travail absolument remarquable. Mais en effet, on n'imagine pas que Picasso a quand même illustré de manière originale 156 livres. Il en a illustré bien plus, mais de manière originale 156. Et donc 156 livres, je les ai suivis depuis le premier livre sorti en 1905, mais je dirais que je les ai suivis à partir de 1911. Et là, on peut peut-être montrer les autres tableaux. En effet, oui, la cote des livres, là. La cote, donc l'indice valeur des livres illustrés par Picasso vendus en vente publique sur le marché français, également plus ou moins la même période, donc de 70 à nos jours. Eh bien, on peut tout simplement dire que ça ressemble relativement bien à la courbe précédente, Ça. Sauf peut-être justement ces quelques dernières années une hausse bien plus significative que les livres illustrés en général. Mais évidemment, quand on s'intéresse à un indice, je voulais quand même montrer les valeurs marginales. On dit toujours investissez en, mais si on ne connaît pas l'objet, il ne faut surtout pas aller sur ce marché-là. Donc ça doit toujours être un marché de connaisseurs, puisqu'on voit bien qu'on va du plus 50%, du moins 40%. Il y a du 4% du hausse dans ces 5 dernières années, mais avec une très forte différence. Alors ici, le dernier graphique. Le dernier graphique présente l'évolution en francs constants de la valeur du corpus de 1911 à 2000. La courbe est relativement semblable à celle observée pour le marché du livre de peintre dans son ensemble. L'engouement pour cette formule chère à Vollard, grand amateur de tableaux, qui sut lier si intimement peinture et bibliophilie par l'intermédiaire de son écurie, ne fut pourtant pas immédiat, comme on l'a vu précédemment. Comme le font remarquer tous les ouvrages relatifs à l'histoire du livre illustré moderne et comme le révèle le graphique, eh bien les premiers livres de peintre ne font pas recette. Puisqu'en effet, il faut attendre la fin des années 30 pour récupérer sa mise en francs constants. C'est surtout après la fin de la dernière guerre qu'il se développa et que les exemplaires, parfois nombreux d'ouvrages édités jusqu'alors et restant encore en stock chez l'éditeur ou sur les rayons des librairies, s'enlèvent comme des petits pains. Tel fut le cas de la plupart des Rouault et du parallèlement illustré de Bonnard. Ce fut très vraisemblablement Picasso qui fut à la base de cet engouement, ou tout au moins le favorisa grandement. À partir de ce moment, le livre illustré par des peintres suivit une voie parallèle à celle de leur œuvre peinte. La mode s'en développant, on imprima de plus en plus de livres imprimés et illustrés par ces peintres contemporains. Mais la mode a ses caprices. Et il est bien difficile de prévoir aujourd'hui ce que retiendra la postérité. Après la longue vogue du livre illustré où fusionnaient les poètes et les artistes, après la période faste des années 50 à 70 et la crise des années 90, le marché est revenu à une certaine sagesse. Les ventes aux enchères d'ouvrages originaux auront pris depuis 1997, après que les Japonais se sont retirés de ce marché, où ils avaient tiré les prix à la hausse entre 1986 et 1992. Le marché du livre illustré moderne a moins souffert de la spéculation que les tableaux de la même époque. Il est plus stable, parce qu'il concerne un petit nombre d'amateurs éclairés. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant pour ceux... donc dans les actes, il y aura tout ce travail-là avec encore plus d'informations sur ce sujet, car comme vous le savez, Paris souffre, mais Paris est quand même encore la place forte pour le livre. Nous sommes encore les numéros 1 pour le livre. Alors, Monsieur Bernard Bois, enfin, vous nous excusez parce qu'en fait, tout est tellement intéressant ce soir que le temps file. Alors Bernard Bois va nous parler de la fondation, merci beaucoup, Lourmarin. Donc si vous voulez être assez synthétique. Oui. Alors, il faut passer le... Oui, pas de problème. D'accord. Alors, Bernard Bois, donc critique d'art, nous parle de la fondation Lourmarin. Voilà. Alors, cette fondation a été créée en 1922 par M. Vibert. Je relate brièvement. En 1920, le château allait être vendu à un entrepreneur
et ce château voué à la destruction. Et lorsque M. Vibert s'est promené avec des amis, M. Vibert était industriel lyonnais, il a acheté le château donc en 1920. Aussitôt, comme homme de goût, séduit par les restes magnifiques de la demeure alors qu'il passait par Lourmarin avec des amis. Alors, il y a un premier cliché voilà, du château à l'époque. Robert Laurent Vibert, disposant d'une honnête fortune personnelle, hérité de ses parents adoptifs et des moyens financiers des établissements Vibert Pétrolane, qu'il présidait, entendait faire de son château un haut lieu d'esprit et un foyer d'amitié où serait sauvegardé l'art et la pensée de la patrie. Il ne put assister à l'achèvement de son œuvre, ayant trouvé la mort dans un accident de la route le 25 avril 1925, alors que, revenant de Lourmarin, il regagnait Lyon. Mais il laissait en homme de cœur, prévoyant un testament établi en 23, par lequel il faisait don du château, ainsi que de son hôtel particulier de Lyon, sa riche bibliothèque, ses collections, à l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix-en-Provence. À charge, paraît, de constituer une fondation de Lourmarin, Laurent Vibert, et il priait quelques-uns de ses amis d'aider l'Académie à conserver la vie et la vocation de son œuvre. Là, ça, c'était la belle période. Donc, il y a une photo plus récente du château. Ça a bien marché jusqu'en 1990, date à laquelle, malheureusement, si je puis dire, Pétrolane a été racheté par les Américains, par Proper et Gambles. Alors à ce moment-là, les finances sont réduites. Le mécénat qui était florissant avec le Pétrolane, l'argent s'est raréfié. Alors là, je peux vous citer un passage du compte-rendu du Conseil d'administration de 1997. Le Conseil s'est longuement penché sur les graves problèmes de la gestion financière de la Fondation depuis le retrait du principal soutien, la multinationale Proper et Gambles, successeur de Pétrolane, et la difficulté d'intéresser à l'établissement de nouveaux mécènes. En dépit de l'aide apportée par l'Académie des Beaux-Arts, par l'Association des Amis de Lourmarin et autres donateurs, ainsi que les subventions du Conseil régional au titre du contrat de plan. D'autres pour travaux, des remboursements de TVA, les produits d'exploitation ordinaires, visites payantes du château, recettes des concerts, conférences, location des locaux pour réception, vente d'ouvrages, cartes postales. Les prévisions budgétaires pour 1998 font apparaître un déficit éventuel de l'ordre de 370 000 francs. Alors, je vais passer pour 1998 à la dernière séance. Dès la première séance a été abordé le sujet majeur, la situation financière de la Fondation, fort compromise par le retrait de son principal mécène depuis sa création, la société Pétrolane, filiale de la multinationale américaine Proper et Gamble. L'analyse stricte à laquelle a procédé M. René Flory, membre du Conseil, montre qu'à la fin octobre, les réserves risqueront d'être épuisées si de nouveaux financements ne sont pas trouvés. La Fondation nécessitant un supplément de 150 000 francs chaque année pour fonctionner. Alors, par exemple, je peux vous donner des chiffres. Oui, les visites du château en 1997, recettes, je parle en euros, 78 000 euros. Recettes, en 1998, 76 000 euros. Et combien de personnes travaillent là, Bernard? Eh bien, actuellement, il n'y a plus que 3 personnes. Et à l'époque, il y a combien de personnes? Il y avait 7-8 personnes. Là, maintenant, le gardien fait office de guide. Les prévisions de charges pour 1997, c'était de 1 310 000 francs, c'est-à-dire 199 708 euros. Et donc, chaque été, il y a 8 à 10 pensionnaires. Bon, actuellement, ils maintiennent le cap, ils arrivent à avoir les pensionnaires qui sont des artistes, des poètes, des chartistes. Donc, chaque année, il y a 10 pensionnaires. Mais malheureusement, j'ai fait le comparatif avec l'autre fondation qui est actuellement, qui s'appelle la Fondation Barnes. La Fondation Barnes a été créée en 1922 par M. Barnes. Et chaque année, cet endroit vivait très bien du tourisme, des visiteurs. Et puis, l'argent s'est fait rare. Les actions, peut-être qu'il y avait un portefeuille qui n'était pas très bon. Enfin, ce qui est certain, c'est que la finance de la Fondation Barnes s'est réduite. En 92-93, par un décret intérieur, parce qu'il y avait des choses qui étaient très serrées au point de vue de prêt des œuvres, on a sorti la collection Barnes pour l'exposer en Europe. Donc, elle est venue à Paris, notamment.
Et ça a permis de renflouer un peu les caisses. Ça a renfloué ou ça, au contraire, ils ont perdu de l'argent avec ça? Non, ça a fait rentrer de l'argent. Mais malheureusement, ça date il y a 10 ans. Et le temps passe. Et actuellement, à nouveau, la Fondation Barnes, il y avait tout un article dans Le Monde de samedi, dimanche. L'héritage en péril du docteur Barnes et de son anti-musée. Alors finalement, il se peut que cette collection parte maintenant à Philadelphie. Non, mais elle est déjà aux États-Unis. Enfin, Oui, juste à Philadelphie. oui. Mais disons que la structure établie par M. Barnes a mal évolué, tout à fait comme la Fondation Lourmarin. Alors, la question que je pose, c'est que finalement, des fondations qui ont été créées dans une même période, dans les années 22, 25, se trouvent acculées au bout d'un certain nombre d'années, malgré le succès remporté, à avoir des difficultés à survivre et à baisser les bras et à vivre avec des difficultés. Bon, pour Lourmarin, le PACA Côte d'Azur, c'est pour ça que j'ai cité le nom de M. Regine Casanova, de M. Willy Paul Romain et de Mme Antonelli qui s'occupe beaucoup de la fondation. Disons que le PACA Côte d'Azur, ça permet de vivoter et de maintenir encore pour quelques années, encore pour le moment, d'avoir des pensionnaires. Mais pour combien de temps? Mais c'est intéressant parce que peut-être que le problème de l'humain se pose aussi, parce que on parlait tout à l'heure de mécénat et d'économique. Il faut qu'il y ait l'humain derrière. C'est une volonté humaine. Par exemple, on l'a vu avec le mécénat Bretagne. Il faut une grande volonté humaine pour arriver à collecter des fonds pour l'art. Et s'il n'y a pas la passion et la volonté derrière, l'économique, c'est pas suffisant, quoi. Je crois même, on le voit dans la fondation du Crédit Coopératif, elle existe comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, parce qu'il y a M. Zarefkan et M. De Tilleux qui sont des personnes qui ont les mêmes visions des choses. Et qui était déjà la vision des anciens présidents. Oui, mais qui a pris quand même... Je vous suis pratiquement depuis 20 ans, hein, pratiquement. Et il y a aussi une volonté humaine qui est derrière. Enfin, je voulais quand même citer le livre de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, Le gouvernement de la culture. Il y a un chapitre concernant le mécénat, où elle parle d'un mécénat atone. Le mécénat ne risque pas, selon la formule fameuse de Jacques Rigaud, de faire les fins de mois d'un État nécessiteux, car il n'en a tout simplement pas les moyens. Donc aux États-Unis, les dons privés pour l'art ne représentent aux États-Unis que 3% du total des flux financiers. C'est à l'échelle des États-Unis. Mais en France, c'est beaucoup moins. Bien sûr, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les déductions fiscales n'ont rien à voir. Par contre, j'aurais aimé que l'on parle de, si c'était possible, toutefois, on va revenir un petit peu à un problème d'assurance. On voulait évoquer avec Bernard Bois un sujet qu'on avait traité le mois dernier, qui était le sujet d'expertise, où l'on voit que le métier d'assureur, monsieur de Buttéla, est extrêmement important, puisque nous avions évoqué la vente du Toulouse-Lautrec. C'est ce que vous vouliez évoquer, Bernard? Oui. Hein? Aussi. Donc, on lira simplement un article qui est passé dans Le Pays Briard. C'est pas ça, l'article. L'article, c'est l'ensemble. Non, mais ça suffit, on va lire simplement l'encadré. C'est Figaro. Ah, c'est Figaro, ça. D'accord. Alors, donc, c'est le Figaro qui est là, Le Pays Briard, si vous voulez parler de l'article, il faut vous parler du Pays Briard. mais celui-ci, c'est paru... C'est Figaro, ça. Bon. Et comment ça se fait que ce soit... Ah oui, d'accord, ça. Donc, une journaliste du Figaro, donc, qui explique que la vente du Toulouse-Lautrec a été interdite, et c'est en effet confirmé par un communiqué de presse du Conseil des ventes, que je vous présente donc ici. Est-ce que c'est lisible? Vous pouvez m'excuser parce que je vois assez mal ici. Voilà. Est-ce que tout est lisible ou est-ce que c'est coupé? Un petit peu coupé? C'est bon. Là, c'est bon? Est-ce que c'est lisible pour le public? Voilà. Donc, peut-être que
on pourra nous expliquer l'article 321.6.2 du Code de commerce. Là, je suis un peu trop... Je vous pose des questions d'école, là. Je lis parce que M. de Butté ne peut pas lire sur l'écran. Nous travaillons en aveugle, nous, de notre côté. Monsieur Butté, vous pouvez... Alors, Là, la c'est Société plus de vente explicite. européenne de Ça, conseil, c'est dans la Gazette. ne pouvant justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle en application de l'article L. 321.6.2 du Code de commerce, le président du Conseil, en application de l'article L. 321.22 de ce même code, a suspendu par décision de ce jour la société pour une durée d'1 mois. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé Vous voulez techniquement? me faire parler là-dessus? Techniquement, non, techniquement. Mon ami Barbier est là. Oui. Techniquement. Techniquement, si vous voulez, depuis la nouvelle organisation des commissaires-priseurs qui régissent des différences d'activité avec les experts, maintenant, les ventes aux enchères où il n'y a pas d'experts, la salle, le commissaire-priseur, du moins celui qui tient les enchères, doit être assuré en RC sur ses erreurs d'expertise. Et l'expert, maintenant, quand il y en a un, partage à 50% automatiquement sa responsabilité avec la salle. Si à un moment donné, l'assureur de la salle se dédie en disant « je ne couvre pas cette vente », il y a un trou, on ne peut pas faire la vente puisqu'il n'y a pas de couverture en RC. En RC, c'est-à-dire RC... Responsabilité civile. D'accord, pardon. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Non, d'accord. C'est ça, Très mon bien. ami Barbier? Absolument, monsieur de Butté. Amen. Alors donc on a expliqué, parce que Monsieur Barbier est venu présenter en effet la vente de ce tableau le mois dernier, pour ceux qui suivent notre symposium régulièrement. C'est un fragment de tableau, Un fragment qui, de tableau, qui voilà. est mal reproduit d'ailleurs. Donc c'est bien, on a une réponse de notre ami ici, qui est expert agréé auprès des compagnies d'assurance. Il nous reste quelques minutes, elles sont déjà d'ailleurs parties depuis longtemps les minutes, mais pour ce qui est de mon intervention sur l'art et l'argent, elle fera l'objet d'une autre communication qui sera mise en ligne. Les intervenants sont trop intéressants, il valait mieux leur donner la parole. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser sur l'économie de l'art? J'insiste. Sur Monsieur l'assurance, Barbier. si Voilà, monsieur de très Butté, bien. puisqu'il est là, j'ai de la chance d'avoir ce soir plusieurs interlocuteurs, tout au moins peut-être des réponses. Monsieur de Butté, on se connaît depuis 25 ans. Oui, Voilà. c'est exact. Vous m'avez vu débuter, Je vous ai vu je débuter. fais un mauvais jeu de mots, sans le faire exprès. Si je me souviens bien, vous aviez été au début de mon activité très favorable à ce qu'il y ait un expert en dessin, ou tout au moins un spécialiste en dessin ancien au Louvre des Antiquaires. Exact. J'étais le seul à être présent à ce moment-là. Et puis, c'était surtout une passion de chercheur. Et qui a Alors, quelle est la question? Excuse-moi, parce qu'on n'a pas J'ai beaucoup de temps. dérivé justement Voilà, sur Louis, Toulouse-Lautrec. Et donc, je me suis consacré depuis 1982 entièrement à Toulouse-Lautrec, ce qui fait que j'ai de ce fait une certaine expérience. Je le sais. Voilà. Je connais vos écrits, cher ami Barbier. Je vous remercie. Je vous monsieur. lis. Merci, Je monsieur vous de suis. Merci, monsieur de Butté. Alors, Lise, en ce moment, Oui, Barbier, présente ce qui est très important dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec, les premières devinettes. Il faut savoir que depuis un siècle, on n'avait jamais parlé de devinettes dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Et il y en a partout. Oui, le sujet, l'économie. Alors, le sujet en ce qui concerne l'économie, parce que ces devinettes, pour moi, sont aussi des preuves matérielles importantes. Monsieur de Butté, je vous pose simplement la question. Avec plaisir. Est-ce que la contre-expertise existe? Oh, oui. Allô, allô. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors, Il y a l'expertise. Et lorsqu'il y a, Oui, nous signalons que pendant nous ne sommes pas vus pendant un petit Oui, mois, oui. mais la vente de tableaux par notre ami Louis Barbier a fait couler beaucoup d'encre Oui. dans les médias et Et de la a fait pellicule. aussi beaucoup de pellicules. Oui, oui, nous dans les- connaissons, enfin, tout le monde connaît Louis Barbier maintenant. Enfin, c'est un fou, Louis Barbier. Je vous dis tout de suite, si vous le voyez, je vous le dis, c'est un fou. Mais on a besoin des fous parce que ils font avancer pas mal les choses. Alors, c'est un chercheur, c'est un trouveur, c'est un gagneur, c'est un fou. Alors, c'est un breton. Oui, c'est un fou, quoi. Mais un fou sympa. Et Breton, hein. effectivement, Ah oui. effectivement, il y a de la contre-expertise. Simplement, vous comprenez, le problème est très sérieux. Quand nous touchons des œuvres qui atteignent des sommes Absolument. comme celles qu'on peut comprendre sur Toulouse-Lautrec, il faut bien savoir que se mouiller, c'est prendre des responsabilités considérables. Nous sommes à une époque où pour un paix,
on va vous faire un procès. Vous comprenez? Donc, c'est ça. On est dans un état procédurier maintenant, qui nous vient des États-Unis, justement. Je vous prie de m'excuser. Quelles sont les sommes pour un Toulouse-Lautrec, par exemple, une huile à l'essence sur un carton? Il en passe très très peu. Si vraiment allez-y. Qu'est-ce que ça vaut? C'est combien? Écoutez, si ce tableau était béni, comme l'a été les Picasso par Monsieur Jacques Lang, ça vaudrait, je parle en ancien franc, une trentaine de milliards de centimes. Oui, non, mais on va pas béni, de centimes, on ne se trouve pas là. Non, mais en euros et en francs. Je ne veux pas faire la conversion, je me tromperai. Oui. Non, mais les personnes de mon âge me suivront. Non, mais attendez, il faut expliquer d'abord ce que veut dire béni, puisque Jacques Lang n'a aucun pouvoir de prêtre, si vous voulez, il n'a pas été consacré, mais béni, ça veut dire tout simplement qu'il donne autorisation de sortir du territoire. Voilà. C'est ça. Non, mais il a encensé le tableau. Oui, mais enfin, surtout c'est ça. Quand il bénit, c'est que si on a la possibilité de sortir un tableau, il vaut très cher. Si on n'a pas la possibilité de sortir un tableau, bon, on va le laisser à un petit prix. Oui, c'est l'affaire d'Auvers-sur-Oise. Monsieur Debuté, l'affaire d'Auvers-sur-Oise. Je suis ravi de ce qui s'est passé, puisque je l'ai dit aux journalistes et je le confirme, parce que ce tableau doit rentrer dans un musée. Donc je défends le patrimoine. Il faut savoir qu'actuellement, des gens avaient fait... Il était en vente, et je prie de m'excuser, Louis, à combien? Alors, la mise à prix était de 3 millions d'euros. Ce qui n'est pas cher. Pour un si grand tableau, il est grand, n'est-ce pas? 2,71 m de hauteur. Parce que normalement, c'est un carton à l'essence, ce prix-là, pour un Toulouse-Lautrec, voilà. Non. Et c'est un des panneaux de décoration de l'intérieur du théâtre de la Goulue. Louis, quel est le prix? Ma question est... Quel est le prix d'un carton? Je ne sais pas, ça varie. Environ. L'art, c'est subjectif, ça se vend pas au poids, c'est en fonction du sujet. Environ, je ne m'y suis pas intéressé, je n'ai défendu que ce tableau. Bon, oui, c'est Louis Barbier, effectivement. Donc c'était une affaire, je suis hors marché, pour un si grand tableau. Bon, merci Louis. Non, merci mais beaucoup. Quand même une confirmation. Ce tableau, puisque c'est important, c'est un tableau qui doit rentrer dans un musée. Le propriétaire et le commissaire-priseur ont des offres qui dépassent déjà actuellement 10 millions d'euros. Bon, très bien. Malgré la polémique. Alors, ce que je voulais demander à Monsieur Debuté, en faisant une contre-expertise, est-ce qu'il y a un cabinet d'assurance qui peut, avec un cabinet d'experts, porter une bienveillance sur les œuvres comme celle-ci, parce qu'on en arrive à quelque chose d'effarant. On en arrive, Monsieur Debuté, on fait du téléthon pour les œuvres d'art. Vous ne lâchez jamais votre proie, je vous connais depuis 25 ans. On a dépassé là. Bon, il y a un côté qui est très attachant, parce que sachez, pour des choses aussi importantes que ces valeurs-là, il n'y aura de contre-expertise que dès l'instant où le comité, la commission d'experts du peintre donne son avis. Pour les peintres très importants comme cela, y compris Picasso et les autres, ce sont des commissions, des comités qui se réunissent régulièrement 2 fois par an et qui donnent un avis. En dehors de ce comité et de cette commission, il n'y a pas de salut. Monsieur Debuté, bon, l'expert en titre a dit qu'il n'était pas expert. Comment voulez-vous faire confiance à des gens qui disent... Oui, nous avons débattu pendant un symposium, celui de décembre, sur le problème de l'expertise. Je voulais quand même... Nous ne sommes pas sur le problème de l'expertise, je suis désolé, malgré toute l'amitié que je te porte, et je continue à te porter. On arrête cette question. Alors, s'il y a une dernière question, et après, on va se dire au revoir. Alors, est-ce qu'il y a une autre question sur l'économie de l'art? Oui. Je posais une question à propos de M. Helmans, à propos des livres. Je voulais savoir si les livres s'assuraient facilement en collection. Parce qu'on collectionne les bijoux, les tableaux, mais est-ce qu'on assure les collections de livres facilement? C'est à moi que vous posez la question, excusez-moi. Je crois que oui, bien sûr. Simplement, attention, monsieur, bravo pour votre travail. Je me méfie terriblement des chiffres en matière d'objets d'art. C'est comme en amour. Ah bon, parce que tout n'est pas payant, ça veut dire? Non, je me méfie terriblement des chiffres parce que, si vous voulez, c'est là-dessus qu'on a basé des faillites retentissantes, vous savez, en France il y a quelques années, en donnant des courbes très très précises
avec Lanskoy et tous les autres, hein, et vous savez ce que ça a donné. Donc méfions-nous des chiffres, c'est-à-dire des chiffres dans un cabinet de spécialistes, d'intellectuels comme vous, je le respecte quand même. Ces chiffres-là, donnés en pâture, peuvent faire énormément de mal parce que, en fait, pardon de vous le dire, ils veulent dire pour les spécialistes, ils ne veulent rien dire en fait pour le profane. Pour un assureur, ça n'est pas utile? Non, non, parce que si vous voulez, en art, ça ne va pas être mis en courbe, si vous voulez. Alors bravo d'avoir fait ce travail d'analyse de chercheur, si vous voulez. Méfions-nous de donner ça en pâture, parce que c'est ce qui donne des faillites retentissantes et des erreurs de jugement. Et vous l'avez dit vous-même, monsieur, ça ne peut pas être acheté par n'importe qui, etc., etc. Et on penserait pourtant qu'avec votre travail, fort de ce travail, on peut aller chez n'importe quel libraire et de faire un bon placement. Ouh, c'est dangereux. En fait, une première partie de ce livre a été publiée justement, malheureusement, en 90, donc. À la mais belle époque. je le disais bien, faites attention. Ça ne veut rien dire quand on compare. Bien et fort heureusement, je dirais, puisque 92. Et puis, monsieur Lémence, la plupart des livres merveilleux de Vollard, et Dieu sait si j'aimerais avoir un de ces livres de Vollard, tellement il devait être beau, parce que ce qui était merveilleux, c'est que Vollard faisait travailler des artistes qui étaient en marche. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des artistes encore connus ou reconnus. Et la plupart des livres... La suite Vollard, simplement pour Picasso, donc la suite Vollard, la merveilleuse suite Vollard, de tous les dessins au trait de Picasso, vous pouvez vous l'acheter pour pas cher. Qu'est-ce que vous avez à avoir à faire d'avoir des eaux fortes ou des pointes sèches? Un retirage suffit. Comme le format d'origine était petit, vous pouvez le compulser le soir chez vous, c'est un délice. Oui. Et c'est un délice qui va vous coûter 300 francs, c'est un 400 parce que c'est une réédition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir une eau forte? De toute façon, on a l'image. Et ça, la suite Vollard, quel bonheur. Oui, c'est des merveilles, mais il ne faut pas oublier que la plupart ont été mis au pilon. Hein. La plupart des livres qu'a fait Vollard ont été mis au pilon parce qu'il n'a jamais pu les vendre. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, quand on a en ce moment, par exemple, un livre d'artiste comme ça, nous cherchons des mécènes, pas des mécènes, mais on n'y croit plus tellement aux mécènes. Mais peu importe. Nous cherchons pas tellement des mécènes, nous cherchons plus des collectionneurs. C'est-à-dire nous cherchons 12 collectionneurs pour acheter 12 livres d'artistes uniques, rares, avec une reliure d'artistes. Bon. Eh bien, nous ne trouvons pas. Mais ça, c'est pas grave. En France, c'est la norme. Allez aux États-Unis. Non, mais c'est pour ça que je remercie beaucoup monsieur Patrick Monéger, vraiment, parce qu'il a fait un travail, je le dis, vraiment remarquable pour avoir fait de la collecte de fonds pendant des années et du mécénat pendant des années. Je vous remercie 1000 fois. Oui. Donc, je remercie cette auguste assemblée. Merci Patrick Monéger. Merci Patrick Debuté. Merci monsieur Lémence, qui nous est venu donc de Bruxelles. Merci Bernard Bois. Merci Denis Zarefkan. Et je remercie encore une fois, elle était absente, donc je tiens à la remercier. J'espère que je vais retrouver. Pour son absence. Je remercie le professeur Marie-Claude Vetreno-Soulard, sans laquelle il n'y aurait pas de symposium à Réard. Et je vous remercie d'être venu et je vous donne rendez-vous donc le premier mardi du mois prochain, où là, le sujet sera les livres d'art et la poésie, qui sont, comme on le sait, les poètes et les peintres sont les mêmes amis. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup d'être venu. Et puis il y aura un livre, chaque année il y a un livre qui est fait, donc si vous-même, votre secrétaire, veut nous envoyer des éléments sur vous, avec plaisir.